Et avec le risque qui est souvent mal évalué, c'est le risque assurantiel. Hein, je n'assure quelle entreprise je n'assure pas. Et donc là, on fait comment? Ça peut menacer l'existence même de certains emplois, de certains logements, et donc la vie de beaucoup de personnes. Donc on est face à des enjeux qui sont énormes. On a vu avec la guerre en Ukraine, ça a déclenché énormément de problèmes énergétiques. Donc il y a aussi la question de la souveraineté énergétique. Alors on a la chance d'être dans une région qui est quand même assez moteur là-dedans pour aller chercher d'autres sources, pour piloter d'autres éléments. Mais bon, il y a encore pas mal de travail à faire. L'esprit du café, peut-être Bernard, je repasse la main. Merci. Oui, le café, c'est pas une conférence, c'est pas un forum, c'est pas une table ronde. Ça se veut être un atelier. Il y en a ici qui sont venus à plusieurs échanges et se sont aperçus qu'on voulait au maximum donner la parole à tout le monde. Nous ne sommes pas des experts, jamais, du sujet qui est traité, encore moins celui d'aujourd'hui. Encore que, en tant que patron d'entreprise, je peux avoir, et ancien patron d'entreprise, je peux avoir des choses à dire. Et donc, voilà, l'idée c'est de créer de l'échange. Nous avons un sujet un peu particulier aujourd'hui, puisque ça peut être un espace politique, alors qu'il n'est pas du tout question pour nous que ce soit un espace politique, mais que ce soit un espace où nous collectons de l'information, on en fait une synthèse, et à ce moment-là, on va la rediffuser. D'accord ? Un certain nombre de personnes s'étaient inscrites ici, je sais qu'elles sont participantes à des campagnes municipales. Voilà, elles viennent aussi pour écouter ce que vous avez à dire. Ça, c'est un point donc, très, très, très simple. Donc, association créée depuis maintenant 2012. Ça fait donc plus d'une dizaine d'années que ça existe. Et on a 46e café, 4 forums, plusieurs centaines de participants à nos différentes choses. Donc, on est assez content. On a besoin de vous. J'avais une souris, mais visiblement, elle n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Nous avons besoin de vous pour, si elle veut fonctionner, la souris, voilà, hop. Nous avons besoin de vous pour continuer notre action. Alors, on vous rappelle à chaque fois que la contribution n'est pas très élevée, n'est pas onéreuse. 50 €, ça nous permet de payer nos assurances, ainsi de suite, et les différentes petites choses, et notre communication, surtout nos mailings et nos supports techniques informatiques. Donc, à la sortie, vous avez des bulletins d'adhésion. Nous avons eu une adhésion tout à l'heure en arrivant, donc merci à vous. Alors, je continue sur le prochain. On va, avant de rentrer dans le sujet réel qui est donc de quelle politique locale rêvez-vous, parce qu'on parle bien d'élections municipales, même si en même temps, il faut le rappeler, il y a aussi les élections métropolitaines pour ce qui concerne donc toutes les villes, communes qui sont autour de Montpellier, et Montpellier bien sûr. Et sénatorial ensuite. Et sénatorial, mais ça c'est pas ça pourquoi on vote. Suite et conséquences. Alors, rappel, donc cette rencontre n'est pas un débat, c'est un café, il n'est pas organisé pour faire échanger des personnages politiques avec les entrepreneurs. On a simplement voulu aller à la rencontre des décideurs pour entendre leurs problématiques territoriales. Voilà. Et par contre, il nous a semblé indispensable, pas seulement nécessaire, de rappeler les domaines de compétences des édiles en matière économique, parce qu'on ne sait pas. Moi-même, en tant que patron d'entreprise, pendant des années, je ne savais pas ce qu'il fallait que je demande à mon maire. Voilà. Et puis, donc, comme je le disais tout à l'heure, nous tirerons une synthèse des propos et qui sera à disposition des candidats afin de les éclairer sur le sujet à travailler. Alors, nous vous proposions, donc il faut vraiment que je clique dessus, ça ne marche pas sinon, nous vous proposions d'avoir, si ça veut bien, un bref panorama des différentes compétences. Alors, on va le balayer très très vite. L'idée, c'est qu'on ne fait pas un cours ou quoi que ce soit. En général, on n'a pas tant qu'à dire, mais au moins, vous saurez dans quoi nous cherchons, nous, à collecter de l'information. La région, en termes de développement économique, les aides aux entreprises et à l'innovation, c'est dans son domaine. La région, c'est l'aménagement du territoire. C'est la formation professionnelle et l'apprentissage. C'est loin d'être négligeable, gros budget. La gestion des lycées, c'est pas trop dans le domaine économique, sauf que ce sont nos forces vives de demain. Les transports ferroviaires et régionaux, ce qui n'est pas négligeable selon les besoins des entreprises. La politique énergétique et environnementale. Là, on est dans la région. Vous voyez bien que c'est de gros domaines. Donc, ce n'est pas la peine d'aller voir le maire en disant qu'on n'est pas d'accord sur le TER d'à côté. Par contre, on le verra peut-être tout à l'heure, là, on vous écoutera. Au niveau, sinon, derrière du département, les compétences, les aides sociales et médico-sociales, le soutien aux initiatives économiques locales, soutien dans la mesure où, l'entretien des routes départementales, la gestion des transports interurbains et scolaires,
la protection de l'enfance, les protections, ou la protection, pardon, il y a une grosse faute là, les... La métropole. Il manquait les collèges. Et même les collèges. Il manquait les collèges. Les collèges, pour le tu département. vois, C'est la compétence des conseillers départementaux. Voilà, donc voilà. Merci, je le rajouterai bien sûr, puisque ça on le mettra à Avec un disposition. S. Ou la politique, et comme ça la stratégie. La stratégie économique métropolitaine, bien sûr, c'est de son ressort. La gestion des grands équipements et infrastructures, plus le PLUI, le plan local d'urbanisme et intercommunal, merci. La politique de la ville et la cohésion sociale. La planification des transports en commun. La gestion des services publics. L'attractivité économique et l'innovation. Bien sûr, la métropole a du poids pour pouvoir dire que cette zone-là, elle devient attractive, parce que l'idée est quand même de dynamiser, de créer de la synergie entre les différents pôles qui peuvent exister à travers toutes les communes qui font partie de la métropole. Les communautés de communes, alors quand on a une grosse métropole, la communauté de communes, tout ça, ça peut être mélangé, hein, d'accord? Donc, communauté de communes, quand il y en a une, c'est le développement économique, type ZAC. C'est les actions de développement touristique, la politique locale de l'habitat, la gestion des déchets, vous voyez que pour la métropole à Montpellier, c'est eux qui ont en charge, les transports urbains et scolaires, et le soutien aux initiatives économiques intercommunales. Voilà tout ce qu'on a trouvé. Et alors après, on se dit, ok, bon, on a vu tout ça, et la commune, alors dans tout ça, il lui reste quoi? Ben, la gestion des zones d'activité économique, les ZAE, la gestion. Une fois que c'est décidé et que c'est mis en œuvre, voilà, la gestion. Le soutien au commerce de proximité. Donc, dans une ville, ben, ce sont ses commerçants, ce sont ses artisans, le soutien au commerce. L'attribution de subventions aux associations locales, un certain nombre on l'a cité, même si on est un peu à côté, parce que les associations peuvent avoir un poids économique et donc avoir une incidence sur l'activité économique générale de sa zone. L'aménagement et l'entretien de la voirie, pour ce qui est de son rapport, voilà, moi, je vois dans ma ville, il y a des choses qui dépendent de la métropole, et donc elle n'a pas ce mal à l'entretien. La politique locale de l'emploi et la RSE, ça on pourra peut-être voir tout à l'heure pourquoi il y a des éléments de responsabilité sociétale des entreprises. Et la gestion des marchés publics locaux de par leurs propres appels d'offres et leurs propres besoins d'achat. Donc ils peuvent à ce moment-là, ils ont donc une influence. Vous voyez donc au niveau de la commune, donc la municipalité, elle agit exclusivement en proximité. Elle n'est plus un acteur central de la politique économique du fait des différentes lois de décentralisation et de regroupement de communes et ainsi de suite. Donc petit à petit, il y a des choses qui lui ont échappé. Elle n'est plus complètement l'acteur. Par contre, elle doit être un trait d'union avec les instances politiques complémentaires, de par sa connaissance, sa proximité avec des entreprises et avec ses commerçants, et faire remonter auprès de métropoles, départements, régions, États. Elle doit, si vous mettez le sens que vous voulez derrière le mot doit être, mais en tout cas, ça peut être dans ces éléments. Et totalement dépendante des dotations de l'État, tant pour ses ressources financières que pour son autonomie décisionnelle. Donc l'idée n'était pas de vous faire un cours sur les compétences, mais c'est juste pour remettre là-dedans, puisque nous disons, à l'occasion des élections municipales, qu'est-ce que nous pouvions essayer de retrouver, de remonter comme besoin ou comme type d'action que peut avoir à ce moment-là un patron d'entreprise. Voilà. Donc, je dis, soutien politique local, développement économique de votre territoire. La parole est à vous, parce que maintenant... Tu as oublié un détail, Bertrand. Oh non, j'ai trop parlé. Tu as oublié un détail, et un détail qui a son importance pour tout le monde. C'est le maire qui, en dernier ressort, signe les permis de construire. Oui, l'urbanisme. En dernier, même C'est si dans ce n'est pas l'urbanisme. lui qui les étudie, Oui. parce qu'aujourd'hui, tout est décentralisé. Mais en dernier ressort, c'est lui qui signe le permis de construire. Donc le maire a quand même eu beaucoup d'importance quand on est ou chef d'entreprise ou même un simple particulier qui veut construire sa maison. C'est lui qui préempte aussi. En dernier ressort, c'est lui qui décide. Absolument, tout à fait. Mais, Donc c'est important. il décide, mais on peut savoir que dans des grandes décisions qui dépendent d'instances supérieures, qui, pour des raisons économiques régionales, ou pour des raisons politiques aussi, de politique plus nationale, peut ne pas avoir la capacité à s'opposer à une signature, quelque chose, un projet qui lui est plus ou moins opposé ou qui lui est très très bien vendu en disant
il y a ça et il y a ça qui va suivre derrière. Donc, il n'est pas totalement les mains libres, d'après ce que on a pu comprendre et pu regarder. Monsieur Xavier, mais tout dépend aussi du poids de sa vie, là, de son autonomie. Oui. Ta présentation est très bien. Merci. Vu tes compétences que tu as antérieures et tout, c'est une très bonne présentation. C'est la dernière phrase que tu as mise. Elle est complètement dépendante des dotations de l'État. Il faut savoir quand même que taxes foncières, pas de porte et un certain nombre de taxes que les commerçants payent sont décidées par la commune. Oui. Indépendamment de ce que l'État peut bien dire. C'est les disparités qu'il y a. Les taxes foncières, tout le monde en parle parce que ceux qui sont propriétaires. Mais les pas de porte, c'est-à-dire les cafés qui ont des tables sur la rue ou des choses comme ça, ça peut être important. Oui. Il y a des chefs d'entreprise qui là-dessus, il n'y a pas que ça d'ailleurs, je ne le connais pas, je n'ai pas la liste, hein. Mais pour les chefs d'entreprise, il y a des taxes qui sont définies par la commune. Et c'est un dernier ressort la commune, comme tu dis, pour le permis de construire. Et sur les permis, je ne sais pas si elle ne touche pas aussi un peu d'argent. Mais bon, ça... Donc, ce qui voudrait dire que si Oui, bien sûr qu'elle touche. un commerce, une entreprise, n'est pas obligatoirement d'accord sur la fiscalité qu'elle a, elle peut à ce moment-là aller directement voir son maire pour lui dire qu'elle n'est pas d'accord avec ou que ça lui est très difficile de faire face. Voilà, comme moi, le pas de porte, je ne l'ai jamais payé. Je ne sais pas quand on fait payer le pas de porte aux gens, s'il y a la partie État, la partie département et la partie commune. Ça fait partie comme des frais c'est de les notaire. taxes foncières, bon, c'est détaillé dans les taxes foncières, C'est au démarrage. donc tout le monde peut le voir. Mais sur les autres taxes que payent les commerçants, là, par contre, je ne peux pas dire parce que je la paye pas. Par contre, ce que tu peux dire, c'est qu'il faut impérativement, pour un chef d'entreprise, quel qu'il soit électeur dans la commune où il a son business, et non pas dans la commune où il réside à 20 km. Ah Parce ben que oui, c'est une vrai erreur, que, ça. si c'est... Ben oui, parce que là où il a son business, c'est quand même le plus important. Donc s'il a un poids électoral, même petit, s'il a un poids électoral, il pourra faire réfléchir. Parce que le maire, il regarde un peu la liste. Hein. Et bien sûr, il voit ses électeurs, il voit les électeurs. C'est en ça où il y a beaucoup de gens qui se trompent en disant pour voter, il faut être domicilié dans la commune. Non, on peut être dirigeant, gérant d'une entité économique et c'est à ce titre-là, ou associé, d'accord, c'est à ce titre-là qu'à ce moment on peut être inscrit sur la liste électorale municipale. Et donc, comme tu dis, avoir un poids économique. Ah oui, c'est Quelque important. chose que personne ne sait, c'est que par exemple, moi, la première fois où je me suis inscrit dans un petit village où j'avais des terres par succession, mais où je ne vivais pas, d'accord? J'ai eu le droit de m'inscrire parce que je payais. C'est le paiement de la taxe foncière qui fait que tu es inscrit la première fois. Et après, on ne peut plus te virer. L'État, la commune ne veut pas te virer. Même si tu continues à payer ou même si tu ne payes plus rien. Mais si tu n'es pas inscrit, bien sûr... Voilà, tu es inscrit sur les listes électorales et il faut que ce soit l'électeur qui décide. On ne peut pas te rayer de la liste électorale. C'est pour Si, ça que... ça arrive. Ça arrive, il y a le corps en ce moment à Lunel. Mais c'est pas... Donc il va être jugé. Mais c'est pas trop le cas qui nous importe aujourd'hui, c'est savoir Non, qui mais à ce moment-là est intéressé. c'est important pour les gens qui sont des chefs d'entreprise. Atine. Oui, peut-être une petite question qui me vient à l'esprit du fait des échanges précédents. Quand une personne qui réside dans une commune est à la fois dans la même commune propriétaire de son logement, plus propriétaire de son local professionnel, qu'il paye la taxe foncière pour ces deux locaux, mais qu'en plus, il n'y aura qu'une CFE pour la partie professionnelle. Est-ce qu'il y a un moyen de se faire alléger là ou non? Ah, ça, je ne sais pas, je ne peux pas poser là-dedans. Je pense qu'il est redevable pour chaque
fonction, je Pour dirais, chaque- qu'il assume. Donc en tant que propriétaire de son logement, il devra avoir les taxes, ou alors si c'est lui qui a cette entreprise, il peut être son propre locataire ou à titre gracieux pour pas payer, et c'est l'entreprise qui va régler à ce moment-là à sa place et la taxe foncière et la taxe d'habitation, mais elle paiera aussi la CFE parce que ça c'est lié à une activité professionnelle. C'est par rapport à... D'accord, ok. Oui, donc c'est pas... En fait, c'est pas... Ça dépend du statut. C'est pas pléonastique, Tu quoi. as plusieurs statuts, tu as plusieurs zones de... Cumulatif. Oui, c'est... D'accord. ok. Mais ça lui donne qu'un bulletin de vote. Si c'est inscrit sur la liste électorale. En plus. Donc Hakim, ça dépendra comment tu voteras la prochaine. Je voudrais Parce que rajouter selon quelque que chose. tu voteras dans un camp ou dans l'autre, tu paieras plus ou moins. Je voudrais rajouter quelque chose parce que là on est sur un burger d'entité administrative. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que la commune, pour la CFE par exemple, va administrer une ZFRR, alors que ça va être le département et la région qui l'ont créée sur la commune. Oui, voilà. Vous pouvez être exonéré pendant 5 ans d'imposition sur les sociétés, de la CFE, ou d'avoir un très fort abattement. Aujourd'hui, franchement, être chef d'entreprise en France, il faut en savoir des choses. Oui, mais ça, c'est en cas de création, ce que vous venez de dire, c'est vrai. Alors, c'est en cas de création, on peut, même en cas de déplacement de siège social. Parce qu'en Hakim, déplace ton siège social. en fait, le sujet, il est là. C'est vous déplacez un siège social, vous pouvez vous retrouver assimilé à une création. Ouais. Non mais Michel, j'ai prévu le dernier déplacement de là où je suis actuellement vers le domaine de Gramont. Ah, c'est Gramont, moi c'est Saint-Lazare. L'exonération globale. Il y a des sites sur Internet, il y a des applications qui vous permettent de domicilier votre entreprise en fonction du prix de la CFE appliquée dans chacune des régions. Donc, et on peut avoir qu'une Ou boîte aux appliqué à la lettres. paillade, dans la zone franche. Oui, mais on peut avoir une boîte aux lettres quelque part dans une commune en France, même si on n'y est pas, pour son entreprise, certes petite entreprise et pas une usine, pour payer la CFE la moins chère de France. Mais bon, tout ça, c'est pas dans mon sujet. Oui. Voilà, c'est pas dans le sujet. En rappelant toutefois que quand les impôts vous font un cadeau, au bout de 5 ou 6 ans, ou comme ça, quand ils vous ont fait un cadeau, en général, ils viennent voir s'ils peuvent pas... On n'est pas dans le sujet. On n'est pas dans le sujet. Merci. Ça, c'est de l'expérience qui parle. Bien. Est-ce que donc il y a des personnes qui ont déjà aujourd'hui des idées de ce qu'ils auraient à réclamer ou à suggérer à leur municipalité à la veille de ces grandes consultations électorales? Oui, Xavier. Pour continuer sur... Non, je te pose une question. Tu réponds à la question? Ah non, non, non. Ah bah, je pose une question, donc merci de répondre avec... Donc, il y a des éléments, il y a des... Voilà, parce qu'on est là quand même pour faire du témoignage et obtenir donc des retours. Moi, je sais que... Je ne veux pas intervenir là, parce que je sais ce qu'à l'époque, j'aurais eu besoin et que je n'ai pas obligatoirement bien correctement formulé. Moi aussi, à l'époque, c'était pareil. Hein. C'est-à-dire que le problème, c'est que on retrouve pratiquement toujours les mêmes entreprises qui ont les mêmes marchés. Et puis, c'est comme un sac de pommes de terre. Hein. On ne peut pas non plus, quand il est vide, quoi. Quand une collectivité a besoin de passer un marché, que ce soit dans la communication, moi j'étais dans la communication, il n'y a pas 50 000 sociétés. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Donc il faut répartir, en fait. Ce qui serait intéressant, c'est que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans la com, que ce soit dans l'imprimerie, que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité, au lieu de consacrer l'ensemble du budget à une grosse structure, ce serait de répartir les marchés. Je pense que ça ferait travailler, si on veut faire travailler tout le monde. C'est ça, le but c'est quoi? C'est créer de l'emploi. Créer de l'emploi, c'est pas nécessairement donner le monopole à quelqu'un, c'est élargir. C'est pour ça qu'il y a certains maires maintenant qui font attention à l'installation de certains commerces pour ne pas qu'il y ait les mêmes commerces, entre guillemets, dans trois rues adjacentes du centre-ville. Comme le centre-ville, il n'y en a plus de commerce, ils meurent tous, après les autres. Est-ce que ça suppose que les entreprises seraient intéressées à ce qu'il y ait
une espèce de code de conduite sur lorsqu'il y a les marchés publics qui sont passés par la mairie. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, que quand même la mairie, elle peut passer ses marchés publics. Et en fait, ce code de conduite avec une forme de procédure, une forme de... Pas que de la procédure, mais de... Vous savez, c'est un peu... D'éthique. C'est très lourd. D'éthique. C'est d'éthique. C'est-à-dire, au lieu de faire du clientélisme et faire travailler pendant 5 à 10 ans le même établissement de formation ou la même entreprise de communication ou autre, je ne sais pas, je dis ça un peu au hasard, peut-être que effectivement c'est voilà. Enfin, je pense que j'ai l'impression en tous les cas pour ce questionnement, ça fait quand même partie de la façon de faire de la politique aussi dans sa ville. Et comment participer véritablement, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'intérêt aussi, c'est de faire du trait d'union, avec les différentes strates de nos collectivités pour dynamiser. Et donc c'est vrai qu'avec un code de conduite peut-être plus éthique, ça permettrait effectivement de véritablement dynamiser le territoire et ses acteurs économiques, mais dans l'ensemble, et pas nourrir que certains. Et puis les autres vont aller, je ne sais pas, à 500 km parce que sur place, ils n'arrivent jamais à travailler. Ça fait partie d'ailleurs des mesures demandées dans la charte qui a été créée par la CPME notamment, qui est justement une évaluation des mesures qui sont prises, une concertation et surtout des rendez-vous réguliers justement avec tous les intervenants locaux, économiques et politiques pour justement éviter ce genre de choses. D'accord. Les élus, ils viennent progressivement, d'autant qu'il y en a quelques-uns qui sont en tôle. Ouais, non mais... Ça leur apprend. Non, mais on n'a pas d'industrie dans notre région. Il faut faire venir de l'industrie. Il faut, pour cela, il faut lâcher du terrain. Il faut, parce qu'on construit quoi? Des universités, on refait des pôles d'excellence, on refait Cambacérès, on refait ceci, on refait cela, on refait Metz-Vallée, on refait... Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui génère de la finance? Il faut créer de l'industrie, il faut créer de... Mais les appels d'offres, ce serait un moyen de rendre équitable en faisant des appels d'offres, parce que les appels d'offres des communes, c'est la somme qui est obligée de faire à partir d'une certaine somme. Exact. Il y a un plancher. 40 000. Aux alentours de 40 000 euros. Voilà, 40 000. Mais si tu es un maire qui veut être équitable, tu peux faire des appels d'offres en dessous de 40 000. Exactement. Pour tout. Pour une cuillère, tu peux faire un appel d'offres. Ce qu'il y a, c'est que pour certaines choses, les communes pas... Oui, voilà. Après, ça devient très administratif. Pour le traiteur qui fournit les cantines, par exemple, que ce soit pas tout le temps le même. Alors ça, Mais il y a plein de trucs comme ça. Ils viennent avec des locaux qui fournissent les cantines. On y vient de plus en plus. C'est bien. Oui, on lève la main. Alors, donc, pardon, j'avais pas vu. Martine, tu avais Le quelque monsieur aussi cherchait à parler. On va commencer par la dame. Allez, Martine. Oui, juste dire qu'il y a de la conditionnalité qui se fait sur certains appels d'offres. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, quel que soit l'endroit où on se situe dans le millefeuille administratif, ça y est, je l'ai dit, quel que soit le lieu où on se situe, on peut tout à fait mettre en place ce qu'on appelle une conditionnalité, c'est-à-dire conditionner l'appel d'offres au fait que, par exemple, ne peuvent répondre que les entreprises installées sur le territoire en question. On peut tout à fait mettre en place des conditionnalités. On a le droit d'être discriminant, mais à condition que ce soit Non, transparent. je le précise parce que ça existe. Il existe des conditionnalités diverses, certaines pour donner priorité au territoire, d'autres, puisqu'on a travaillé à l'époque là-dessus, dans l'entrepreneuriat féminin, d'autres pour favoriser, par exemple, la mixité entrepreneuriale, des choses comme ça. Ça existe. Après, ce n'est pas assez utilisé. Ça fait partie des choses qui me semblent on pourrait faire remonter. Complètement. Voilà. Ça me fait penser, pardon, excusez-moi. Je termine. Alors allez-y. Oui, parce que c'était en lien. J'ai le souvenir, à l'époque, lorsque j'étais installée, on me disait, mais tu comprends, on ne choisit pas les consultants de Montpellier parce que ça ne fait pas assez chic. Et donc, il fallait avoir une adresse à Lyon et à Paris. Et souvent, en fait, c'était des consultants. C'est qui, madame? C'est qui, ça? C'est
Dans le, Non. non, dans les petites entreprises, dans le milieu associatif. Ouais, si. Non, mais c'est le milieu associatif qui choisissait pas Milieu associatif et les TPE, les PME. Non. Non, mais qui choisissait pas quoi? On ne choisit pas. Qui ont? Enfin, les décideurs. Mais quel décideur, madame, public ou privé? Ah oui, c'est vrai que c'était le privé, mais pas que. Non, mais privé, madame, ils ont le droit de choisir. C'est privé, ils font ce qu'ils veulent à la mairie, je parle Alors, effectivement. j'ai été élu à la métropole et à la mairie, hein, en tant qu'adjoint à la métropole, aussi, pas sous ce mandat-là, puisqu'il arrive en fin de vie, mais le mandat précédent. En ce qui concerne les appels d'offres, alors ce que vous dites là, pour choisir une zone géographique, a priori, vis-à-vis de l'Europe, ça ne doit pas être possible. Oui, attention à l'Europe, oui. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est qu'on peut saucissonner, au lieu de faire un appel d'offres, comme disait monsieur, de 50 000 €, alors il y a des choses qui sont difficiles de faire, par exemple, comme les travaux du tram, de la voie du tram ou du TGV, par exemple, qui sont sur la commune qui étaient sur la commune de Montpellier. Le problème, c'est que les seules personnes qui étaient engagées, c'était des manœuvres. D'accord? C'est-à-dire que le maître d'œuvre, c'est-à-dire les salaires les plus élevés, hein, d'accord, venaient de Lyon, etc., parce que ces entreprises étaient basées là-bas, parce que nous, localement, on n'en avait pas. Bon. Oui. Par contre, par exemple, pour vous donner des idées, parce qu'à force de regarder un peu dans les différents trucs pour les écoles, pour les appels d'offres, pour les repas, etc., pour les matières premières, on va dire, on peut, si on le désire, pouvoir couper, au lieu de faire un appel d'offres sur l'année pour fournir des pommes, par exemple, pour toute la métropole, on peut très bien décider, au lieu d'avoir 10 000 tonnes de pommes sur l'année, par exemple, pour faire un appel d'offres là-dessus, on peut très bien faire des appels d'offres pour 100 kilos de pommes, vous voyez, et à ce moment-là, on n'a plus besoin de faire d'appel d'offres parce qu'on est en dessous d'un certain montant, et c'est les locaux qui peuvent intervenir. Par contre, sur des appels d'offres qui sont importants, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'on pouvait rentrer comme critère le CO2. D'accord? C'est-à-dire que pour des gros, voilà, et le CO2, voilà, comme conditionnalité, c'est-à-dire que le CO2, ça, vis-à-vis de l'Europe, il n'y a aucun souci. Donc ça signifiait que par exemple, pour fournir la viande, je crois qu'à l'époque, on est passé au pouvoir, c'était un boucher de la zone de Strasbourg qui alimentait certaines écoles ou quelque chose comme ça. Enfin, il y avait un très gros marché de viande et c'était cette entreprise qui était là-bas. Donc c'était très bien pour elle. Le problème, c'est que nous, on les faisait travailler là-bas, c'est-à-dire que l'argent d'ici allait là-bas pour être réinvesti là-bas et pas chez nous. Et c'est souvent notre problème ici à Montpellier, d'accord? Donc après, ce qui était possible de faire, c'était des marchés qui étaient plus petits. Et à ce moment-là, on pouvait voir avec les locaux. Par contre, pour des ordinateurs, par exemple, parce que j'étais confronté à ça, j'avais en gestion, entre guillemets, une école maternelle et un groupe scolaire, et ils avaient besoin d'ordinateurs, pour une classe, c'est-à-dire une vingtaine d'ordinateurs. Vous allez voir le vendeur local et vous lui demandez combien 20 ordinateurs pour des élèves, combien ça fait en ayant le service après-vente, allant à l'école, le récupérer, etc. Ça faisait, admettons, je vous donne un chiffre. Hein. Et par contre, on était obligé de l'acheter sur les systèmes qui sont des entreprises qui sont dans des cahiers spéciaux là, prévus par des appels d'offres. Oui. Et là, on le multipliait par 2 ou par 3. D'accord? Alors, à un moment donné, où le maire de votre village ou de la commune ou de la métropole, de la ville principale, est d'accord pour ne pas payer 3 fois le prix et trouve un arrangement, ou sinon il s'en fout complètement. Voilà, en gros c'est ça. Alors vous verrez bien que dans certaines communes, vous avez des maires qui ont réussi à faire venir des entreprises qui sont intéressantes pour la commune au niveau pouvoir d'achat, salaire et compagnie, puis vous en avez d'autres qui n'arrivent jamais à faire venir des entreprises, hein. Je force le trait. Donc c'est celui qui est en haut de la pyramide, le maire du village ou de la commune, qui arrive, lui, en fonction des problématiques, à trouver des différentes solutions pour que les locaux puissent arriver à avoir un maximum de travail. Dans quels journaux les appels d'offres des communes? Excusez-moi. Hein. Pardon? Je voudrais savoir, puisque vous avez fait des appels d'offres. Alors non, moi je n'ai pas fait d'appels d'offres, mais je participais à des commissions. Oui, dans quels journaux ils apparaissent? Dans la Dépêche à Toulouse ou à Rovenne là-bas, la campagne. Non, je pense que ça doit être non. Au niveau de Est-ce que vous en êtes sûr ou vous l'inventez? Non, je l'ai vu déjà. Non, mais vous l'avez vu pour tous les appels d'offres ou juste pour un seul? Pas tous les appels d'offres. Alors, c'est quand même.
Non, mais Dans des journaux d'annonce légale, c'est ça. Il y a beaucoup de journaux d'annonce légale. Il y en a énormément. Voilà, j'étais imprimeur. Je peux pas vous dire, j'en ai jamais parlé. Ne parlons pas tous. Je le sais. Ne parlons pas tous en même temps parce que sinon ça n'enregistre rien. On a déjà traité, Des journaux d'annonce légale. on a déjà fait un café. Enfin, bref. Donc ta question est dépassée parce qu'on a déjà fait un café sur les appels d'offres et on a traité ce genre de choses, des publications qui soient privées et ou publiques et on a donné des informations à ce sujet. Donc Maintenant, il y a pas de- alors, C'est pour ça qu'il a lancé l'opération. Voilà, Donc, pour mais par revenir à contre, nos moutons, c'est une information importante de dire qu'un entrepreneur peut aller dire à son maire ou à son délégué d'entreprise, dites, pour pouvoir faire travailler un local, saucissonner, arranger, donner la possibilité et ne cherchez pas obligatoirement une hypothétique rentabilité, c'est-à-dire de prix le plus bas. Là. C'est sur certaines conditions que tu peux faire ça. Oui, Tu ne peux oui, pas le c'est faire ça. n'importe C'est- comment. Ça a été dit, oui. Parce que juridiquement, ça peut être réglé. Moi, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est envisageable, mais en tout cas, puisque le sujet c'est quelle politique locale rêvez-vous, moi je rêverais d'avoir un temps municipal dédié aux entreprises, une fois ou deux fois dans l'année peut-être, où on rassemble les entreprises, commerçants, les acteurs économiques, et où on pourrait faire remonter des choses sur, ben voilà, on a besoin par exemple d'espaces de coworking, ou de, je sais pas, de distribution, voilà. Et ça pourrait être un temps d'échange bilatéral, c'est-à-dire où la commune aussi pourrait dire voilà les projets qu'on envisage demain de faire pour la commune, ce qui pourrait mettre aussi un petit peu en éveil, en alerte les entreprises, de se dire tiens, bientôt il y aura peut-être un marché où en tout cas je peux anticiper, je sais que ma commune a ce besoin-là. Ben, moi déjà je peux venir me présenter et dire voilà ce que je fais, potentiellement je pourrais répondre à ce besoin. Et ça, c'est le rôle du maire d'anticiper. Hein. Normalement, ils sont payés pour ça. Hein. Ce que vous dites là, c'est. Pas Oui, dans les faits. Dans les faits, On peut le lui rappeler en tout cas. Dans les petites communes, il y a des maires, j'en ai connu de petites communes qui arrivaient sacrément au niveau économie, à développer l'économie, à faire venir des entreprises. Je me souviens, il y a une entreprise qui est dans l'arrière-pays, peut-être dans l'Aveyron, et le maire avait fait venir une entreprise de transport, je crois, qui était basée sur sa commune, qui avait créé des emplois évidemment, et en même temps qui avait créé des rentrées financières. Et la commune, grâce à ça, n'avait plus de problème financier. Et c'était le maire qui s'était décarcassé pour arriver à les faire venir. Et tout le monde était content. D'abord, l'entreprise privée qui s'était implantée, et qui avait des bonnes relations avec la mairie, etc. Et le maire qui était content d'avoir les retombées. Mais ils sont venus, l'entreprise privée avait bien précisé que c'était le maire qui était venu les voir et qui leur avait dit voilà. Combien d'habitants? Ah ben, pas très grande, hein, ça remonte à pas. Oui, mais le maire, c'était du gros. Il Non, décarcassait. c'est pas ça, c'est qu'une petite commune Non, a mais- peut-être un peu moins de difficulté à trouver le foncier Voilà. qui doit aller avec. C'est là on a abordé aussi à une époque. Non, mais après, il y a le foncier et foncier. On parlait de Montpellier, c'est vrai que ce serait une transparence et puis ça permettrait d'anticiper et de se connaître un petit peu. Non, mais il y a foncier et foncier. Si vous regardez sur la commune de Montpellier, on vous dit qu'il n'y a plus de place au niveau des terrains. Mais pourquoi vous ne mettez pas les hangars ou les cinémas ou les supermarchés ou les parkings les uns sur les autres? Parce que de toute façon, quand vous êtes dans un hangar, vous n'avez pas besoin de jour. Hein. Quand vous êtes dans un cinéma, vous n'avez pas besoin de jour. Et tout ce qui est au-dessus, c'est perdu. Hein. Regardez les centres commerciaux qui ont des parkings. Les toits des centres commerciaux où il n'y a rien dessus. D'accord? Vous pouvez construire en hauteur. Hein. J'étais président du marché-gare. Le marché-gare, vous voyez à Montpellier où il est situé, et ben, c'est que des vieux bâtiments qui sont moches. En gare, hein, c'était construit en 62, hein, et qui sont moches, qui donnent pas une envie à ceux qui habitent à côté c'est pas très agréable. Et au-dessus, c'est du vide. Donc, à partir du moment où vous les reconstruisez, ces hangars, vous pouvez très bien construire entre le hangar et la rue des magasins qui sont en rapport avec eux, par exemple des vendeurs de boulangers, bouchers, fleuristes, etc. Les hangars sont derrière et au-dessus, on peut très bien construire des habitations ou des bureaux ou des restaurants, etc. Voilà, ou des parkings. On peut très bien construire en hauteur. Et on n'a pas l'impression, quand vous allez au polygone, quand vous venez de la Comédie, vous allez au polygone, vous n'avez pas l'impression de marcher sur la voie ferrée. Et quand vous rentrez dans le polygone, vous n'avez pas l'impression qu'il y a X quais en dessous de vous, des quais de déchargement. 4 niveaux. 4 niveaux, vous voyez? Et vous n'en rendez pas compte. D'accord? Donc pourquoi on ne pourrait pas construire? Je me souviens, j'étais à Chicago une année pour un je sais plus trop quoi. Et dans l'hôtel où j'étais, je me suis rendu compte plus tard en allant visiter la rivière qui se jette là dans le lac local, que l'entrée de l'hôtel, hein,
était au plus 6. Au plus 6. C'est-à-dire que quand on était de l'autre côté en train de visiter, parce que les Américains sont très pratiques, hein, ils ne sont pas amusés à cacher les hauteurs qu'il y avait, et donc quand vous étiez sur la rivière, vous vous apercevez que, il y avait effectivement, la salle de conférence était au moins 3, etc., ou au moins 6, je ne me souviens plus, et que, que le niveau de la terre était vraiment au niveau 0, mais que le niveau de l'entrée de l'immeuble, la route, etc., était au niveau plus 6, d'accord ? Et quand moi je suis rentré dans ce complexe, je ne me suis jamais rendu compte que j'étais au niveau plus 6, pas du tout au niveau de la hauteur du sol. Donc quand on a envie, on sait faire. Hein. Et en plus, quand vous avez les hangars qui sont sous votre centre commercial et vous qui habitez au-dessus, vous n'avez pas besoin de prendre la voiture ou les bureaux, vous n'avez pas besoin de prendre la voiture ou les transports en commun pour aller du centre commercial, etc. Et pour vous livrer, on n'a pas besoin non plus d'avoir des routes et des camions. Bon, donc on sait faire. Le tout, c'est d'avoir envie de le faire. Hein, voilà. Et comment me donner envie de le faire? Ah ben ça, malheureusement, les gens votent et puis les gens se présentent. Tu dis ça à Jean-Pierre Dricot, à Pérol, il va être content, parce que c'est son projet. On a la même chose en Andorre, mais ouais. Non, mais ce sont des choses intéressantes, il faut les réfléchir. Et qui existent, hein, qui existent. Dans la mesure où la municipalité peut avoir... Parce que quand vous allez, par exemple, à Latte, là, au niveau du centre commercial, Carrefour, c'est Carrefour, vous voyez toutes les entreprises qui sont là à R+2, d'accord, jusqu'à l'aéroport. Ou rien du tout. Voilà, avec plein de parkings qui sont avec goudronnés, etc. D'accord. Bon, il y a quelques petits arbres quand même par-ci par-là, mais regardez la superficie que ça prend pour le peu d'individus qui sont là. En plus, les parkings des centres commerciaux la nuit sont vides, d'accord. Vous allez au rond-point du Grand M, par exemple, vous avez un centre commercial qui est juste au bord. Il y a des habitations tout autour. Et le parking du centre commercial, la nuit, sert strictement à rien, d'accord. Vous avez c'est quoi pour faire le stade de rugby qui est à côté. Bon, il y a quelques personnes qui vont l'utiliser, mais sinon, c'est pas très pratique. Comment se fait-il que maintenant, on arrive à faire des centres commerciaux avec des parkings qui ne servent pas pour les habitants à côté la nuit, par exemple, vous voyez? Donc, on peut, quand on veut, on peut arriver. Hein. Seulement, il faut en avoir envie. Voilà, c'est tout. Et vous avez tellement raison. D'autres nuisances. Hein? La mairie, pour les résidents, tous les parkings, c'est 1 euro ou 1,50 €. C'est payant. Non, là, oui, la nuit, c'est jusqu'à 8 h du matin, c'est 1 euro. De 19 h à 8 h, je ne sais plus de quelle heure à quelle heure. Encore, il faut tout... Dans les rues? Dans les rues, oui. Oui, mais là, il faut trouver de la place, parce que ce que vous savez peut-être pas, c'est que quand vous construisez des logements sociaux, et qu'il y a des transports en commun qui passent à côté, par exemple, je vais vous donner un exemple sur la route de Toulouse. C'est ça la route de Toulouse? Où il y a le AI là, c'est ça bon. Le AI est une partie qui est construite. Et comme elle est en bordure du tram numéro 5, pour tous les logements sociaux ont droit à une demi-place de parking par logement social. D'accord? Mais quand vous avez 2 enfants et que vous travaillez, vous êtes à 4 dans le même logement, comment vous pouvez bénéficier d'une demi-place de parking? Il faut avoir une voiture qui passe debout. Oui, c'est ça. Mais vous voyez, c'est pas parce qu'il y a des transports en commun. C'est la question des négociations avec les promoteurs, et c'est assez difficile. Non, mais c'est pas que ce qu'il vient de dire. Non, mais ça, c'est la loi, c'est ça. Hein. La loi, c'est ça. Alors, il y avait une question ici. Alors, depuis tout à l'heure, on parle des PME qui ont besoin de travailler avec les municipalités. Or, la majorité des PME sont dans une municipalité, mais n'ont pas besoin de travailler avec la municipalité. Donc, ils ne font pas appel aux appels d'offres. En fait, l'objectif de ce café, c'est utiliser le niveau maire pour collecter les besoins des PME, pour faire remonter dans les instances politiques qui sont dessus. Parce qu'en fait, les entreprises, les PME, moi j'ai travaillé 30 ans dans l'industrie, que ce soit de 10 à 100 ou 200 salariés dans des villes comme Montpellier, on subit la pression de toutes les contraintes, les normes, la fiscalité, et on n'est jamais écouté. Donc l'objectif, c'est faire la liste de tous ces besoins des PME pour que ça change, parce qu'il n'y a rien qui change. La première chose que demandent tous les chefs d'entreprise, c'est la stabilité. Or, quand on est, moi je suis directeur administratif et financier, quand on a l'administration, que ce soit fiscale ou sociale, quelle que soit l'administration, on n'a jamais le temps de s'adapter. Il y a une loi qui sort, on est contrôlé, on est pénalisé. Le chef d'entreprise, il n'est pas là pour ça. Il faut faire du business, embaucher, développer, créer. Et voilà, donc on a besoin que vous fassiez remonter
par le biais des maires, ce que les PME ont besoin. On n'est pas écouté, ça c'est sûr. Et c'est ce que disait Henri Guénaud sur la hiérarchie des normes. Pardon? C'est ce que disait Henri Guénaud sur la hiérarchie des normes. Il y a trop de normes. Oui, mais ça, il y en a beaucoup trop. Mais il y a autre chose. Comme disait Coluche, demandez-nous ce dont vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez. Ça, c'est l'administration, mon ami. Alors, pour répondre peut-être à votre question, Christophe, c'est que les sénateurs sont élus par les grands électeurs. Les grands électeurs, ce sont les maires et les adjoints, principalement, puis après dans les départements et autres, d'accord? Donc, comme les sénateurs veulent se faire élire, si vous voulez, ils vont voir un peu tous les gens comme n'importe quel homme politique ou femme politique à l'heure actuelle pour se faire élire pour les prochaines municipales. Donc le lien existe, hein, et c'est souvent au Sénat d'ailleurs qu'on s'aperçoit que les sénateurs sont beaucoup plus proches de la problématique des élus que les députés, surtout en ce moment. Hein. Voilà. Mais malheureusement, peut-être que l'idéal, ce serait qu'on ait un président de la République qui soit originaire d'une PME, par exemple. Oui, voilà. Mais en attendant, ça n'a pas été le cas, et pourtant, c'est prévu. Hein. Mais c'est vrai que ça ne remonte pas. Voilà. Après, il y a aussi des incidences pendant. Les incidences, c'est que on est dans une région très particulière où il y a une démographie, une arrivée démographique, on pourrait dire ça comme ça. Il y a un mot, mais il m'échappe actuellement. On a de plus en plus de monde qui arrive, et donc ça peut faire effectivement de l'emploi, mais ça fait aussi des chômeurs. Ça fait des gens qu'il faut malgré tout loger. Ça donne des contraintes aussi en termes de circulation. Ça pose des problèmes aux PME justement parce que ils se retrouvent avec des salariés qui sont des fois écartelés dans toute la métropole, et donc certains sont bien desservis peut-être par le tramway, d'autres pas, d'autres par les bus, d'autres pas, enfin avec pas les mêmes horaires, les mêmes fréquences, suivant les horaires en plus. Donc il y a aussi tout ça qui est pas évident, mais qui est aussi à faire remonter au maire en termes de besoins. Ça fait partie, alors, je fais toujours le lien avec la charte de la CPME, mais ça fait partie d'un grand sujet qui va être pris en compte aussi par la CCI, notamment pour voir même s'il y a des solutions qui existent dans des villes beaucoup plus grandes. Par exemple, si c'est pas l'Alliance des mobilités, dedans il y a des gens comme Blablacar, pour donner un exemple, qui ont mis en place des structures évidemment, on va dire d'abord sur Paris, puis après sur les grandes métropoles, mais qui pourraient aussi adapter leur modèle et aider. Voilà. Donc il y a des études qui vont être faites parce que malgré tout, la ville de Montpellier globalement, mais elle grandit et elle irradie un petit peu surtout les petites villes et les villages autour, mais on en revient toujours au même problème de tout. Que ce soit les collectivités ou les PME, il faut aussi faire bouger les salariés dans des horaires qui sont à peu près acceptables, on peut dire ça comme ça, mais il y a tout ce problème. Tu es à la Chambre de commerce? Non. Tu es à la Chambre de commerce? Oui et non. Je ne suis pas élu, mais je fais partie des groupes de travail. À la Chambre de commerce, c'est chambre de commerce et d'industrie. D'accord? Alors, Chambre de commerce, pas besoin d'avoir un diplôme pour ouvrir d'accord? Industrie. Alors, quand on regarde Montpellier, la métropole, industrie. Industrie, c'est-à-dire qu'on emploie des gens, on a des cadres qui ont des salaires élevés, et on a des employés qui ont des salaires élevés, puis d'autres qui ont un peu moins de salaires élevés. Il y a des entreprises qui n'ont que des salaires élevés, et des entreprises qui n'ont que des salaires au ras des pâquerettes. D'accord? Les deux piliers de Montpellier, c'est quoi? Le service à la personne. D'accord? Donc, service à la personne à partir de 45 ans, un peu compliqué. D'accord? T'es payé au SMIC toute ta vie. Espérance, le SMIC. Ou le tourisme de plein air. D'accord? Le tourisme de plein air, malheureusement l'hiver il fait froid, il n'y a pas de neige, tout le monde est au chômage. Et l'été, une partie est déclarée, et quand ils sont déclarés, ils sont payés au SMIC. D'accord? Alors, tu dis qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur la région, oui, mais il faut regarder qui vient. D'accord? Est-ce que c'est les gens à fort pouvoir d'achat qui viennent parce qu'ils ont des diplômes? Je vais donner un exemple. Tu viens à Montpellier, tu trouves un boulot de cadre très bien payé, etc. dans une entreprise, ça existe. Hein. Nous avons des pépites qui sont super bien placées au niveau international. Tu as ta moitié qui vient avec toi aussi, qui cherche du boulot, qui a des diplômes très élevés, et bien ta moitié ne va jamais trouver de boulot. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à Toulouse, ou à Lyon, ou à Bordeaux. Voilà.
Voilà. Ou à Nice. Le problème est là, ou à Nice, voilà, et le problème est là. On attire énormément de gens, mais vaut mieux être au chômage au soleil plutôt qu'à Lille, d'accord? Et voilà, et à Montpellier, on a beaucoup attiré depuis Fresh sur le social. Venez voter pour moi, vous aurez un logement social, d'accord? Le problème, c'est que parmi les gens qui viennent sur Montpellier, principalement, 70% repartent avant un an. Voilà, alors nous, pourtant on est au sud de l'Europe, au nord de l'Afrique, on pourrait attirer des entreprises à fort pouvoir d'achat, mais malheureusement, ça ne peut. Quand on regarde, oui, il y a des commerces. Voilà. Ce qu'ils ont fait à Béziers, par exemple, c'est... Ah, pardon. Je me permets. Alors, j'ai bien écouté les différentes homélies qui ont pu être là, mais moi, j'ai un petit désaccord, même deux fois, c'est que Montpellier, ça reste une ville tertiaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, avec beaucoup de justesse. Industrie à Montpellier, moi, j'ai un peu du mal à la voir. C'est une ville qui est tertiaire. Pour me présenter un petit peu, moi, je suis anthropologue et apporteur d'affaires. Un petit grand écart sociologique qu'on fait avec. Et pour le coup, Montpellier, effectivement, il y a beaucoup de gens qui repartent dès un an, mais c'est pas pour une question d'entreprise, c'est qu'à Montpellier, c'est avant tout une ville étudiante du tertiaire. On a un apport jeune, je rappelle que justement sous Sorel, l'université sous Sorel à l'époque, on était à un tiers de la population qui était étudiante. Ce chiffre qui a encore grandi. Et étudiante, c'est pas étudiant dans le bâtiment. Pour parler des manœuvres et compagnie, effectivement, on va recruter, parce qu'il y a un seul CFA du bâtiment qui, depuis d'ailleurs Sorel, bat un peu de l'aile. C'était pour le TGV, les manœuvres. Oui, non, c'était pour les travaux du TGV. Non, je parlais des travaux justement de la voirie. Mais de la voirie table. Ah oui, non, mais moi je parlais du TGV, voilà, c'est ça. Et pour le coup, justement, on forme à Montpellier, oui, on forme très bien. J'ai beaucoup aimé dans la boutade sur Cambacérès, ça m'a assez plu. Mais le problème, justement, c'est qu'il faut pour moi que la métropole investisse des pôles de compétitivité davantage. Parce qu'au final, quand on regarde les autres régions, il y a des pôles de compétitivité réels. Mais sur Montpellier, il n'y en a pas. Même l'eau, qui était un des plus gros pôles de compétitivité de Montpellier, je le rappelle historiquement, a disparu. Montpellier est une ville factuellement du tertiaire où oui, les gens partent, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de start-up, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'entreprise ou que sais-je, ils partent parce que tout simplement, ils viennent à Montpellier pour avoir un savoir-faire métaphysique et ils repartent avec un savoir-faire ou ils restent pour du chômage. Moi, je ne suis pas partisan du fait de dire que les gens viennent pour des logements sociaux. Honnêtement, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a assez de villes rouges en France pour qu'ils aient besoin de venir à Montpellier pour ça. Le mythe de Montpellier-la-Rouge, j'ai un peu du mal à y croire. Le soleil. Oui, la misère est moins pénible au soleil. Non, mais le Pareil. soleil. Mais je pense que... Lille, Montpellier, vous voyez la différence. Dans les 50 premières écoles mondiales. Non, mais ça c'est... Oui, mais c'est une réalité. Alors, il suffit de regarder le classement. Ce n'est pas vrai. Il suffit de regarder les classements qui sont mis à jour justement et surtout un exercice très amusant et j'invite tout le monde à le faire. Qui invite tout le monde à le faire, c'est pour regarder réellement le débouché d'une école. Vous allez sur LinkedIn, vous regardez tout simplement où travaillent les gens dans cette école-là. Alors, le titre est très pompeux, ça peut être Business Analyst au rayon fruits et légumes de Auchan. Donc, au final, non, mais voilà. Non, mais c'est mon domaine, justement, je bosse avec les différentes écoles, notamment j'ai bossé avec MBS, et c'est le problème. La municipalité de Montpellier, comme d'autres, hein, Clermont-Lérault, moi, je ne me cache pas, voilà, j'ai eu des engagements politiques, notamment à Clermont-Lérault, et a financé Case Academy, finance des écoles comme ça qui donnent des titres professionnels non reconnus par l'État. Donc on a de l'argent public qui part pour des certificats professionnels comme Bachelor, Master, MBA, qui n'ont aucune valeur, ce ne sont pas des diplômes d'État. Et qui, je rappelle, vu que ce sont des titres RNCP à valeur réduite, c'est-à-dire que dans le temps, ces diplômes peuvent ne plus être reconnus. Mais on en a plus à Montpellier qu'ailleurs de ces écoles-là? On en a plus parce qu'il y a un marché public régional justement qui est sur finance, départemental qui est sur finance, et à Montpellier, je le rappelle, que Purple Campus... Attendez, excusez-moi, ça veut dire quoi sur finance? Il y a eu des aides justement au développement via l'alternance, via des créations de centres de formation également. Oui, mais ces aides, elles viennent quoi, du département? Région, département et aussi parfois de la mairie via des partenariats aussi pour trouver les entreprises, vu que ça se base sur cette alternance, numéro exemple étant Purple Campus à Montpellier. Non, mais ça signifie que, d'après ce que vous dites, hein, c'est une question, hein, parce que ça c'est intéressant, ça signifie que sur notre zone géographique, on va dire sur notre bassin de vie pour être large, les départements, régions, etc., ont tendance à plus investir, enfin, par rapport à d'autres régions, à plus investir sur ce type d'école que d'autres, c'est ça? Tout à fait. Un exemple concret, alors c'est peut-être un petit peu loin pour les gens de Montpellier, mais c'est Greta Clermont-Lérault qui a été fermée, qui faisait des formations CAP, BTS, voilà, donc des vrais diplômes, pour à la place
donner le local, puis braser, puis donner des aides à Case Academy qui fait, je rappelle, des titres pro qui ne sont pas reconnus par donc, le syndication. donc à votre niveau, c'est un peu la même chose qu'au niveau... Alors quand je dis industrie, hein, IBM pour moi à l'époque, c'était le maire d'Avant Fraîche qui avait fait venir IBM. Imaginez une entreprise style IBM à l'époque, dont le maire arrive à l'implanter sur notre bassin de vie, on va dire, parce que Montpellier, sans les autres, c'est rien non plus. Hein. Mais ça serait colossal, d'accord? Sauf qu'après, les maires successifs n'ont pas réussi à entretenir un environnement économique adéquat, aussi bien parmi les universités, etc., pour fournir des moyens complémentaires à cette entreprise pour se développer. Vous voyez? Parce qu'une grosse entreprise ne peut pas arriver à se développer si sur place, il n'y a pas à la fois une économie qui permette d'avoir des sous-traitants ou d'avoir du personnel. Alors, ce qu'ils ont fait à Béziers, c'est un exemple. Vous levez la main. Il y avait des mains levées. Vous levez la main. Il faut que tu m'aides. Donc, en fait, c'est de la circularité, c'est-à-dire que en plus, les personnes qui sont mal formées, parce que moi, j'ai travaillé à tous les niveaux, au niveau de la formation, c'est pour ça que, et en enseignement universitaire, qui lui, pour le coup, il a très très bien baissé, énormément baissé sur Montpellier. Ah oui, oui. Montpellier, l'université de Montpellier, économie, sciences de gestion, université des lettres, n'en parlons plus. Donc là, il y a une baisse drastique. Il y a une baisse drastique. Moi, j'interviens à tous les niveaux. Première année, master 2. Et bien là, vous dites non, c'est pas possible. Bon, voilà. Bref, mais ça veut dire quand même que ce qui nous est relaté, et moi je pense à la RSE, c'est-à-dire quand même qu'il y a le souci aussi, quand même à un moment donné, que les personnes puissent faire leur carrière, leur vie professionnelle, répondre aux besoins des entreprises. Ça veut dire que quand vous avez, en plus, vous formez, et on met de l'argent sur de la formation qui n'a pas vraiment de la qualification, le petit jeune qui est formé, enfin je dis petit jeune, c'est caricatural, mais le petit jeune, quand il va vouloir se déplacer, voilà, comme vous et moi, le petit jeune qui voudra se déplacer pour aller travailler ailleurs, et déjà, ça ne sera pas possible. Éventuellement, s'il a un peu de réseau sur place, peut-être, mais en tous les cas, la qualification, elle manque. Et en plus, on est quand même un territoire. Vous dites que la qualification manque, c'est ça? Et oui, la qualification manque. Il n'y a pas de... Mais parce que, en fait, c'est... Voilà, pourquoi ne pas avoir aidé le Greta qui, lui, faisait la formation reconnue par l'État? Parce que, je suis désolée, mais en France, pour l'instant, c'est quand même reconnu par l'État. Hein? On a l'académie, ensuite on a les universités, donc on a les collèges, les lycées et les universités. Donc moi je suis d'accord pour le privé, mais d'abord on aide le public. Mais même le cas échéant, avec les formations publiques, et en plus il faut mutualiser. Et après il faut mutualiser. Mais c'est vrai que on s'en est rendu compte avec Martine, on sait très bien que c'est un très gros marché, la formation. Et la formation initiale ou la formation continue par alternance. Mais ça devient du n'importe quoi. On finance le privé qui met drogue et le public on ne répondra pas aux besoins des entreprises. Et alors la RSE, n'en parlons pas, on n'en a pas fait. Alors, monsieur. Pardon, jeune homme, tu voulais parler. C'est moi, oui, je voulais faire une référence sur Béziers. À Béziers, ils ont ouvert un centre de formation qui est à la Devèze. Un centre de formation où il y a plusieurs, dans cet établissement, plusieurs pôles de formation. Par exemple, photovoltaïque, il y avait une demande, je pense, parce que la région est ensoleillée, ils ont créé un pôle de formation sur le photovoltaïque. Chinois. Donc il y a des jeunes qui... Chinois. Je ne sais pas. Ils sont formés pour poser les panneaux photovoltaïques. Ils ont fait aussi une formation sur le premier train qui va rouler à l'hydrogène. Premier train hydrogène. C'est extraordinaire. Donc il y a des pôles comme ça, donc électricité, photovoltaïque, bâtiment, mécanique, hôtellerie, restauration. Voilà, parce qu'il faut, quand il y a une demande d'activité, faire venir par exemple des entreprises industrielles sur notre secteur et créer par la même occasion un pôle de formation qui va apporter la matière à cette entreprise où ils auront déjà des gens formés pour travailler au sein de leur structure. C'est ça, mais il faut les deux en même temps.
Oui. Voilà. Mais est-ce que c'est la municipalité qui décide de l'implantation de ces centres de formation? Non, Ou c'est la est-ce que- région. C'est la région. Alors, oui, d'où l'intérêt de savoir remonter de manière capillaire. Attends, Bernard, tu connais la Devèze? C'est la paillade. Hein. Oui. C'est Ce Pissoir. qu'a fait Ménard, c'est formidable, Même c'est chose très que bien la ce qu'a mousson. fait. Très très bien. Oui, Xavier. Moi, j'appartiens à l'association des anciens étudiants de l'IAE, mais j'appartiens aussi à l'association des anciens étudiants du Conservatoire national des arts et métiers. Et Le CNAM. comment? Le CNAM. Oui, le CNAM, ouais. Et donc je suis conseiller national, et ce qu'on remarque, c'est que il y a, avec l'effondrement de l'industrie, par exemple les mines à Alès, dans le nord de trucs, un tas d'écoles, les mines entre autres comme écoles, mais un tas de grandes écoles ont des difficultés à trouver, parce que le problème de l'école, c'est que le tout n'est pas de former les gens, c'est que ces écoles étaient bâties. La première année, c'était un stage ouvrier. Ben, si tu n'as aucune entreprise dans ta ville, comme l'est à l'heure actuelle Montpellier, où tu fais faire le stage ouvrier à quelqu'un qui fait des études style mine ou Supélec ou tout ça. Donc toutes ces écoles sont obligées, et c'est pour ça que Montpellier fait venir beaucoup de gens à MBS, parce qu'il y a des trucs sur la finance et sur l'administratif, mais des écoles comme les mines ou tout, ben, elles commencent à avoir des difficultés. D'accord? Parce que justement, toutes ces entreprises ne peuvent plus, il n'y a plus d'entreprise de support pour ces écoles. C'est juste la politique industrielle d'une ville implique la politique de formation de cette ville. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et nous, on le remarque dans les associations d'anciens étudiants. Oui, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, et je fais référence à une expérience, alors, bon, bien sûr, qui date un peu du siècle dernier sur Montpellier. Il y avait l'usine IBM qui était le mastodonte, oui. Bon, du coin, mastodonte du coin. Et effectivement, il y a eu des prolongements qui ont pu être mis en place dans l'environnement. Exemple de prolongement, un accord pris avec IBM pour monter un centre de formation pour IBM et qui a débouché en plus sur la création d'une entreprise de sous-traitance industrielle pour eux. Et donc là, vraiment, modèle vertueux de développement. Premier exemple. Deuxième exemple qui a suivi celui-là, c'est l'arrivée de Dell Computer sur Montpellier, et où il y a eu une mutualisation de la formation et de la sous-traitance industrielle. Mais il y a eu un poids pour faire venir Dell, parce que moi j'étais à l'époque dans les réunions d'IBM, d'accord. Il y a eu un poids sur la direction politique, sur la direction d'IBM, pour que Dell vienne sur Montpellier. Il y a eu des réunions où le patron de Dell, d'IBM, qu'on croyait un super directeur, ben, était dans ses petits souliers, il disait oui, le dossier est parti à Paris, aux États-Unis, sans savoir si une autre année. Donc il y a quand même, le politique entraîne une politique industrielle qui entraîne une politique des écoles derrière. Et ça, il ne faut pas se leurrer. Mais encore faut-il que le politique veuille faire de l'industriel. Quand tu as des politiques qui sortent de la fac, je ne veux pas critiquer l'un ou l'autre, mais... Ben si, non, mais quand tu as des politiques qui sortent de la formation, ils bien, mais ils sont des formateurs. Mais eux, ils ont passé toute leur vie en tant que formateurs. Ils n'ont jamais été dans le monde réel. C'est ça le problème. Tu comprends? Ouais. Enfin, excusez-moi. Moi, j'ai vécu IBM depuis Paris. Parce que c'est de Paris que c'est parti l'histoire de Montpellier. De Corbeil-Essonnes, exactement. De l'usine du Plessis-Schneider. Et la plupart des grands ingénieurs qui sont descendus du Plessis-Schneider, ils ont été mutés à Montpellier. Pour créer la structure, on va dire l'encadrement.
Mais ce que j'ai connu aussi en 87, dans un hôtel que Tim a fréquenté, qu'il a bien connu, à Saint-Jean-de-Védas, j'avais un de mes clients qui était là, un cadre, sympa. Bon, je lui dis un soir, vous êtes tout seul à manger à votre table dans votre coin, venez avec nous à la table d'hôte, parce que j'avais fait une table d'hôte, ce qui est assez rare. Enfin, moi, je sais faire, c'est mon métier. Et il est venu manger avec nous, puis un jour, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Ben, il me dit, voilà, je suis à IBM Montpellier. Il dit, je suis chargé de la haute placement. Il dit, j'ai 200 mètres qu'à virer. Il dit, vous en êtes où? Ben, j'en suis pas loin du 199e. Et je dis, le 200e, c'est moi qui dis. Ça, c'est authentique. Tim, tu as connu l'hôtel. Oui, tout à fait. Après, ce qu'on voit à Montpellier, c'est peut-être pas forcément facile d'avoir des industries comme on voyait avant, etc. Parce qu'en plus, bon, elles ont décliné, maintenant on les fait revenir sur notre territoire, etc. Mais on est quand même au sud de l'Europe et au nord de l'Afrique. On a plein de gens qui habitent dans les pays nordiques avec 3 heures de luminosité par jour, d'accord? Et moi, je me souviens, je travaillais au CNRS avant, j'étais étudiant, je fabriquais des filtres en plastique, il n'y avait rien d'intéressant, mais ça me payait mes études. Et je discutais le midi avec des directeurs qui venaient d'autres laboratoires du nord de l'Europe. Ils auraient bien aimé travailler à Montpellier. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de possibilité pour travailler à Montpellier parce que par rapport à leur diplôme, il n'y avait rien, ni pour leur femme, ni pour leur mari, d'accord? Donc à Montpellier, c'est sûr qu'on va faire venir d'entreprises sidérurgiques, etc. Mais quand même, on a des pépites qui sont sur la sécurité informatique, par exemple, qui sont super bien placées au niveau international, y compris à la Maison-Blanche ou dans certains ministères en France de sécurité. C'est des choses qu'on pourrait arriver à développer, à chercher des solutions pour arriver à les développer. Bon, aussi, il faudrait avoir des lignes aériennes qui ne soient pas toujours vers le sud, parce que quand on a des compagnies aériennes qui vont vers le sud, c'est-à-dire que c'est de l'argent de chez nous qui part vers le sud, et pas de l'argent du sud qui vient investir chez nous, hein. Par contre, si on a des liaisons aériennes avec Francfort ou avec des villes comme ceci, vous avez beaucoup de gens qui pourraient faire l'aller-retour dans la journée et on pourrait arriver à trouver des solutions pour faire venir chez nous des entreprises qui travaillent sur les futures technologies, par exemple, et essayer de s'orienter vers ces technologies-là que vers l'aide à la personne. Parce que vers l'aide à la personne, de toute façon, certes, on en aura besoin, mais dans quelques années, on va avoir des robots. Et ça commence déjà. Hein. Voilà, donc je pense qu'il faut arriver à trouver des solutions et à travailler avec les différents départements, régions, etc., ou même chambres de commerce et autres, hein, pour arriver à trouver un cap et se mettre là-dessus pour que tout le monde... voilà. On va dire à Brenner qu'il fasse venir des Lapons. Arriver à faire travailler tout le monde ensemble, c'est difficile. Oui, il y avait une question ici. Oui, un sujet. Un sujet, oui, parce qu'on parle d'industrie, mais je pense que Montpellier n'a jamais été une ville industrielle. On a cité Béziers, on a cité Alès, qui sont certes des bassins plus petits que ceux de Montpellier, mais qui sont d'une tradition industrielle éminemment supérieure. Ça, c'est une réalité qu'on pourrait qualifier d'historique. Nonobstant le fait qu'en plus, si on parle de Béziers, je vais grossir le trait, mais il y a un siècle, Béziers, c'était quasiment la taille de Montpellier. Hein. C'est ça. Et c'était une ville industrielle. C'est des villes qui ont connu des essors différents sur le plan démographique. Mais bon, voilà, et sur leur dynamisme, évidemment. Mais c'était des villes de taille finalement comparable. Donc la tradition, elle est complètement différente. Après, sur le domaine de l'industrie, on a parlé d'IBM aussi. IBM, on était dans un modèle intégré d'un mastodonte américain qui a strictement rien à voir, par exemple, avec Airbus. On a cité Toulouse tout à l'heure. Non, mais c'était à l'époque, hein, il faut c'est juste pour dire, Airbus aujourd'hui, c'est 25 000 salariés directs à Toulouse, qu'on multiplie par 2. Si on prend tous les sous-traitants, et là, on touche notre sujet, c'est-à-dire que là, on n'est plus sur des groupes qui sont un peu, pour nous, par sol, mais qui ne sont pas forcément des gens qui travaillent, certes, mais qui ne sont pas forcément le maillage, on va dire, économique, territorial, local. En revanche, à Toulouse, voilà, on double le nombre d'emplois parce que derrière, c'est des PMI. Moi, je travaille dans l'industrie. Donc les PMI, les sous-traitants d'Airbus, ils ne sont pas sur la métropole. Ils sont des fois loin. Ils ne sont pas sur la métropole, ils sont principalement dans les Pyrénées. Sur Toulouse, il y en a jusqu'à Ouche, sur le bassin toulousain,
vous doublez pratiquement le nombre d'emplois. Non, mais sur la métropole de Toulouse ou pas? Parce qu'à Toulouse... Bah, quand je dis 25 000 salariés sur Toulouse Airbus, c'est Toulouse. Hein. Oui, mais après les sous-traitants sont principalement... Ce qui est dommage pour Toulouse, c'est que sur leur métropole, ils ont moins... sur leur bassin géographique, ils ont moins... c'est moins étalé que nous, par exemple, entre guillemets. Hein. Oui, voilà. Il y a vraiment un maillage industriel de sous-traitance, de premier ordre ou de second ordre. Oui, mais ce que dit Christophe, c'est vrai, il y en a dans le Tarn, il y en a dans le Gers. Ils sont éloignés de Toulouse. Ils sont un peu plus éloignés. Pas que, mais pas que. Il y en a aussi à Toulouse. Oui, donc ça va bien pas qu'une. Pardon, il y a une question ici. En fait, je voulais simplement rebondir sur ce que vous disiez, sur parler de la cybersécurité. Du coup, c'est mon domaine pour le coup. Et bien, typiquement, en fait, je suis complètement d'accord avec vous. En fait, on a des super pépites à Montpellier qui travaillent avec des très très grands comptes dans le monde. Et moi, ce que je constate, c'est qu'à Montpellier, on n'arrive pas à les faire. En fait, leur rayonnement, elles le doivent qu'à elles-mêmes. Ouais. Parce qu'il y a une compétence que tu as évoquée, Bernard, qui est de la commune, qui est de faire le trait d'union avec le département, la région, etc. Dans la cybersécurité, typiquement, on est confronté à ça, à ces problématiques de la politique locale versus la politique régionale. Aujourd'hui, le campus cybersécurité, il est à Toulouse. Le CISERT, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, les délégations régionales de cybersécurité de l'agence nationale, elle est à Toulouse. Et c'est très compliqué, en fait, même s'il y a des impulsions, il y a des volontés de faire des choses en local. On n'y arrive pas parce qu'il y a des politiques au niveau de la région qui font que c'est Toulouse qui a Alors, oui, mais quand les maires, si vraiment vous avez un maire de Montpellier, d'accord, parce que c'est quand même une ville qui est relativement importante, si se sort les doigts du cul, excusez-moi l'expression, hein, parce que là, il faut quand même être réaliste, hein, et ben on peut arriver à faire des choses à Toulouse. J'habitais à Toulouse, j'habitais à Montpellier aussi. Quand vous revenez de Toulouse le dimanche soir, vous voyez qu'il y a des embouteillages jusqu'à Carcassonne, dans l'autre sens, d'accord? Voilà. Les gens de Toulouse, ils sont confrontés, ils sont adossés à un mur, les Pyrénées. Oui. D'accord? Nous, on n'a pas de mur. On n'a pas de mur. On a la Méditerranée d'un côté, vous la traversez, vous allez faire du ski dans l'arrière-pays, etc. Vous avez les autoroutes. À Toulouse, derrière, c'est derrière. D'accord? Et nous, on a l'Espagne aussi, on y va plus facilement. D'ailleurs, les gens de Toulouse passent par Perpignan, en gros, par l'autoroute, parce que sinon, c'est de l'autre côté, du côté de Biarritz. Mais au milieu, il n'y a que la route nationale. Donc, les gens à Toulouse, au niveau climat, c'est quand même pas l'idéal non plus par rapport à ici. Donc, vraiment, par an à Toulouse. On a du potentiel. On a du potentiel, mais il n'est pas mis en valeur. Voilà, il n'est pas mis en valeur parce qu'on a des gens en politique qui s'entretuent et l'économie et les dirigeants économistes, on s'arrange, les miettes du gâteau nous vont très bien, et avoir un gâteau, ça signifie qu'on aurait plus de gros qui viendraient. À ce moment-là, est-ce qu'on aurait nos miettes? En gros, hein, c'est ça. Je laisse passer monsieur parce que je pense que vous vouliez rebondir sur ce que vous merci. Je voulais rebondir là-dessus parce qu'en fait, c'était un peu le prolongement de mon propos, c'est-à-dire que le manque de tradition industrielle qu'on a, il se lie aussi là-dessus et s'identifie là-dessus. Alors, bon, il n'y a pas que ça, mais je crois qu'il faut aussi savoir quand même d'où on vient, que peut-être parfois on le perd un peu de vue. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait partie de la petite dizaine de métropoles françaises, mais on vient de loin, industriellement parlant, et même au niveau du tissu PME, on vient de très loin. Donc je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas mettre en valeur et que d'autres villes savent faire. À ce titre d'ailleurs, je reprends l'exemple de Béziers et d'Alès. Alors certes, il y a un problème de taille qui fait qu'on ne peut pas non plus comparer, ce qui est difficilement comparable. Mais les villes de Béziers et d'Alès, elles ont une capacité à identifier les filières qui fonctionnent qu'il n'y a pas à Montpellier. C'est-à-dire que ça a été cité tout à l'heure. Il y a l'industrie du cinéma. Mais à l'Est, ils ont construit des entreprises. Quand ils ont vu que les mines étaient en train de s'écrouler, moi j'ai fait partie d'une commission où on a fermé une partie des mines. Ils ont mis de l'argent à l'époque sur des industriels qui faisaient de la machine-outil, des choses comme ça. Voilà. Pour faire développer
la mairie a mis de l'argent là-dedans pour développer Et la facilité ça. aussi d'ailleurs, Autrement, tout la se reprise casse d'un la certain gueule. nombre de locaux de grandes entreprises qui se retiraient d'Alès. Aujourd'hui, il y a des locaux qui sont occupés par des PME qui sont quasiment des ETI à Alès. Voilà. Des gens qui fabriquent des plateaux en bois, etc. Ceux qui des ont maintenu sièges, je sais pas, ceux qui connaissent. les mines. Mais en tout cas, il y a cette capacité-là. Alors après, c'est des villes plus petites. Béziers, c'est pareil. Il y a aussi le problème de taille. Mais il n'y a pas que le problème de taille qui fait qu'on a du mal à identifier les Il y a filières. une volonté C'est que politique. on n'est traditionnellement pas organisé et que ça, il y a un travail de fond à faire là-dessus. Oui, tout à fait. Le problème vient de là, je pense, principalement. hein. Je revis, voilà, toujours dans le prolongement de ce que vient de dire monsieur, effectivement, c'est d'identifier nos capacités et savoir aussi utiliser nos ressources. Alors, on parlait, alors peut-être qu'effectivement, Montpellier n'est pas de tradition industrielle, mais quand on regarde par exemple le niveau touristique, et là vous l'avez bien décrit, nous avons tout ce qu'il faut pour faire un véritable tourisme, et je trouve qu'aujourd'hui, et on le voit bien, les personnes qui travaillent dans le milieu touristique, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est toujours avec des salaires qui sont extrêmement bas, parce qu'en fait, ce sont des tâches qui ne sont pas valorisées. Moi, je sais quand même que de tradition, nous n'étions pas de Montpellier, mais d'autres villes, notamment en banlieue parisienne. Et ce qui avait épaté mes parents, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit, en fait, ils ne font pas beaucoup d'efforts sur le tourisme, parce que comme il y a le soleil et il y a la mer, eh ben, les gens se débrouillent. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas suffisamment professionnalisé. Là, je penserais par exemple aux entreprises et aux branches professionnelles qui pourraient être, parce qu'il y a eu tout un débat sur le tourisme et relancer le tourisme au Cap d'Agde. On y était en juin dernier, ou en mai-juin dernier, où justement il disait peut-être que c'est vrai que les infrastructures sont vieillissantes, peut-être qu'il faudrait professionnaliser un peu plus, restructurer un peu plus nos activités, professionnaliser et rendre un peu plus attrayant et développer l'attractivité. Parce que l'attractivité, quand même, cette branche qui est le tourisme, ça pourrait apporter beaucoup plus et avec des niveaux, et peut-être répondre aussi à une demande plus élevée aussi. Alors dans le tourisme, le problème du tourisme, c'est les salaires. Oui, c'est les salaires, mais on peut les développer parce qu'on associe tourisme et culture et on ne sait pas le faire. Je vous assure que, et d'ailleurs ils se sont posés, c'était très intéressant de voir au Cap d'Agde comment ce qu'ils se disaient, c'est on ne sait plus faire du tourisme parce qu'en fait on laisse faire la nature. Les gens viennent parce que c'est naturel. On a du beau temps, on a la mer. Eh bien ça, c'est un résultat de 30 à 40 ans peut-être de politique locale qui fait que maintenant, aujourd'hui, c'est plus suffisant. C'est pas le cas. Si on voit sur, par exemple, l'entreprise et là, je te réponds parce que c'est mon métier. Attends, l'entreprise société du fromage. J'ai passé 60 ans de ma vie. Quand on va là-bas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a créé une histoire. Elle a créé une histoire avec Don Juan, Casanova, etc. Il y a toute une histoire qui est faite sur ce fromage. Donc elle crée une identité, quoi. Et c'est vrai que au niveau du tourisme ici, bon, il y a l'UMIH, c'est l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. L'industrie hôtelière, c'est ça. Donc ça, c'est leur partie. S'ils veulent développer ça, c'est plutôt eux. Voilà. Non, mais bon, c'est aussi une chose intéressante. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, dans le secteur, ce qui se développe beaucoup, c'est Carole Delga, justement, qui l'avait proposé, c'est les métiers de l'industrie du cinéma. On voit Vendargue, 16 000 m² de studio. Ils vont ouvrir 27 000 m² de studio à Saint-Gilles-du-Fesque. Ils vont en ouvrir à Pérols et à Fabrègues. Donc l'industrie du cinéma marche bien. Soi-disant, on emploie des gens, des intermittents du spectacle. Ils ne savent pas tout remplir. Non, mais quand ils disent on a employé 2000 personnes, ils ont employé une personne 2 fois par an. Voilà, c'est au chômage le reste du temps. Exactement. C'est ça, les acteurs principaux, ils sont de Paris. Voilà. Qui viennent s'installer ici. Ils viennent de Paris, etc. Et après, il y a les structures indépendantes, des sociétés de prod, qui, elles, vont travailler avec France Télévisions, puisque c'est France Télévisions, l'argent public, et ces sociétés de prod vont facturer à France Télévisions. Donc il faut là aussi
répartir, je ne suis pas dans la prod, mais pour des sociétés de prod ou des sociétés de... Ce serait répartir aussi ce qu'on disait tout à l'heure, la répartition du travail. Oui, mais est-ce que la marge est chez nous ou la marge est ailleurs? Oui. Si les sociétés de prod sont ici, il va y avoir de la production d'ici. Donc, Voilà. Oui, mais la production, c'est avec des intermittents du spectacle. Regarde, par exemple, la 7, à un moment donné, il y avait tel 7. Tel 7, c'est qui faisait Candice Renoir. Voilà. La société Candice Renoir. Ils ont même fait une école. Voilà, une enquêtrice. Voilà, donc Candice Renoir, Demain nous appartient, etc. La société était basée à Paris. Après un coup de gueule, ils ont dit, puisque l'argent va à Paris, que les impôts sont payés à Paris, si vous ne faites pas une structure à 7, qui ça qui a dit la région, Carole, ouais. Si vous ne faites pas une structure ici à 7, on ne va pas financer pour que vous allez payer vos taxes. Voilà. Donc, ils ont fait, oui, mais c'est toujours pareil, ce sont des filiales de machins qui prennent ici pour. C'est un jonglage de système financier qui fait que finalement, ici on est riche, on a le soleil, on a tout, mais. Alors, moi, je voulais répondre sur c'était avant. Il a laissé passer 2-3 personnes. Vas-y. En fait, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, et je vais y rebondir parce que ça faisait écho à un point que j'avais mis dans l'introduction, sur le fait qu'il y a de moins en moins de budget au niveau public. Et donc, c'est une vraie chance aujourd'hui que les PME fassent entendre leur voix. Et donc, il faut la saisir. Et la saisir, c'est aussi justement s'adresser aux maires. Vous parliez des pôles de compétitivité. Moi, je travaille avec ces pôles de compétitivité. Il leur manque évidemment des choses. Et c'est peut-être là aussi qu'il faut que les entreprises se mettent ensemble pour aller dire à leur maire, il faut soutenir les pôles de compétitivité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas dans la créativité des entreprises et des innovations, parce qu'on est une région extraordinaire pour ça, je peux en témoigner. En revanche, il y a un super trou, qu'on appelle d'ailleurs la vallée de la mort pour ces pauvres sociétés, qui répondent à des enjeux en plus divers et variés et qui sont même dans l'industrie. Mais on n'est pas dans une région d'industrie. Les banquiers ne sont pas formés à l'industrie. Quand vous leur amenez un projet industriel, déjà ils ne le comprennent pas. Donc ça, il faut aussi, ça aussi c'est un frein dans le développement des industries, c'est qu'on a des financeurs qui ne comprennent pas ce que c'est que l'industrie. Si on était à Lyon, si on était dans le nord ou dans l'est, je pense que ça ne serait pas les mêmes. Et nous, effectivement, ils sont habitués à financer ou des restaurants ou du tertiaire, enfin du camping. C'est même des restaurants, ils ne les financent pas. C'est quoi ton trou? J'ai pas compris ton trou, c'est quoi? Ton trou, c'est quoi? Ton trou noir, c'est quoi? J'ai pas compris. Oui. Alors j'arrive, non, j'arrive. Ah, voilà. Le trou, c'est que on a des systèmes d'aide, BPI, ADEME, etc., qui fonctionnent. D'accord. Après, il y a un trou, et après, il y a effectivement les grands fonds d'investissement. Et il manque ce relais-là. C'est vrai. Et aujourd'hui, comme en plus on n'est pas un pays qui a la culture du risque, encore moins aussi même au niveau européen, des fois c'est presque les Américains qui vont financer nos innovations, mais évidemment ils vont se barrer. Oui. Donc là où peut-être peuvent influer les maires quand ils sont pas seulement dans leur ville ou dans leur village, mais quand ils appartiennent à un ensemble intercommunal ou à la métropole, c'est d'aller influer aussi pour qu'il y ait des moyens qui sont mis. Et je donnerai un exemple. Voilà, c'est qu'on a mis par exemple 60 millions d'euros dans une seule usine qui n'a pas de clients, alors qu'on aurait pu mettre 60 fois 1 million d'euros dans des innovations pour créer beaucoup plus d'emplois. On sait qui et quelle entreprise? Comment? On sait qui et quelle entreprise? C'est la région qui a mis dans Genvia pour ne pas nommer. Ah bah oui. Ils font quoi Genvia? Excuse-moi, mais... C'est des électrolyseurs d'hydrogène, mais qui n'a pas de clients. D'accord, mais c'est faire de l'hydrogène à base. baigner, C'est Gigafactory, parce que ça fait bien en communication. On investit des millions d'euros, mais derrière, il n'y a rien. Alors qu'il y a plein de sociétés qui ont besoin... C'est un coût médiatique, ça, c'est pas autre chose. Alors, si tu veux, la métropole, par contre, il y a des budgets qui sont alloués pour financer des startups, par exemple. On parle beaucoup de startups, etc. Donc, c'est de l'argent qui est distribué sans retour. C'est open bar. On donne en fonction de certains critères, bon, peu importe, que je ne connais pas. Je n'en faisais pas partie. Je connais les critères. Par exemple, il y a un fonds qui s'appelle l'ARIS, qui est très bien fait. Seulement, l'équipe, elle est très réduite. Ils ont investi un certain nombre d'années dans 17 à la métropole. 17 entreprises. Et aujourd'hui, ces 17 entreprises, ils continuent à les accompagner. Sauf comme ils touchent que 2 à 3 millions d'euros par an et qu'il en faudrait 10 fois plus, ils redonnent de l'argent aux entreprises qu'ils ont financées depuis le début. Et donc, toutes les nouvelles... Alors, où je voulais en venir, c'est que
on finance, on donne une partie du financement, plus ou moins une partie, à des entreprises qui se créent, mais sans contrepartie. Ce que je disais moi à l'époque, c'est qu'on ferait mieux d'échanger, comme l'entreprise elle vaut rien, entre guillemets, hein, d'échanger cette somme contre des actions, d'accord? Comme ça, c'est on l'échange contre des actions. Si la start-up, la petite entreprise, à ce qu'elle sa figure, de toute façon, on n'aura rien perdu parce qu'avant on perdait tout, hein, d'accord? Mais par contre, la start-up qui monte et qui arrive à se développer, et je force le trait au maximum, hein, d'accord? Je force le trait. Qui arrive à devenir une licorne ou quelque chose comme ça, et qui devient un appât pour beaucoup de sociétés étrangères qui veulent l'acheter, parce qu'on l'a vu sur notre métropole et sur Montpellier il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, plusieurs. Des boîtes qui étaient rachetées par des Chinois ou des Américains. Ou même des Français. Et l'entreprise est vidée de sa substance, d'accord? Et nous, on l'a financée et puis l'argent est perdu. D'accord. Par contre, on l'a financé, c'est pas la métropole. La métropole. Non, mais la métropole participait au financement. D'accord. Parce qu'en tant que tel, la métropole ne peut pas investir dans une entreprise privée. Ah bah si, parce qu'on leur donne... Ah si, dans le Mais cadre si, de l'innovation. on peut très bien faire une association ad hoc, hein, et c'est l'association qui investit là-dedans, il n'y a pas de souci là-dessus. Si on veut, on arrive à trouver, hein, il n'y aura aucun souci. Et ça signifie que si la boîte, elle vaut quelque chose et qu'après, on peut donner l'autorisation pour qu'elle se revende effectivement et que cet argent-là, le réinvestir, comme ça au moins on ne l'a pas perdu. Et puis si par exemple c'est vraiment une entreprise qui est importante pour notre région et pour le pays, on peut très bien mettre un niet pour qu'elle soit rachetée par une autre boîte, vous voyez. Voilà. Et donc, plutôt que de perdre l'argent à 100%, on pourrait très bien en récupérer. Cet argent-là serait réinvesti pour d'autres jeunes pousses. Voilà. On se heurte, ça c'est aussi de la pédagogie, à l'idéologie. Non mais c'est excellent ce qu'il vient de dire Christophe. Non mais j'en avais parlé, j'y étais à l'époque, et il n'y avait rien à faire. Mais est-ce que les moyens... Parce que si tu mets des sous dans CTO chez Altra, peut-être quelques années après, tu rembourses le prêt. Monsieur qui est... Non, attends, il y a des mains levées, donc on va essayer de respecter un petit peu. J'essaie de recadrer un peu le débat, parce que tout à l'heure, moi, j'entends formation, j'entends industrie, j'entends financement pour grosses entreprises. Nous, on est dans la PME, petite entreprise. Quels sont les besoins de la petite entreprise qui galère pour s'en sortir et comment on peut faire remonter cette information par les maires? Alors, le problème, j'expliquais tout à l'heure, il y a le problème de stabilité, on change sans arrêt. Il y a le problème du financement, où quand on cherche un financement, les banquiers n'existent pas. Les petites entreprises n'ont pas grand-chose en fait. Il faut du relationnel. Alors moi, j'ai travaillé dans une entreprise de 150 salariés. J'ai mis 4-5 ans pour trouver la personne qu'il fallait connaître à la région pour avoir la subvention. Puis après, il fallait que j'invite le directeur qui connaissait la personne à Bercy pour valider le dossier. C'est l'enfer. Alors une PME qui est toute seule et qui n'a pas de lien professionnel avec sa commune, avec sa commune, avec son maire, comment on peut l'aider? Donc il y a trop de fiscalité, il y a trop de contrôle, il y a trop de normes. C'est tout ça qu'il faut faire remonter, que la PME a besoin de faire remonter. Comment on peut aider la PME? Parce que les politiques, ils vont faire des gros sujets, des gros projets pour être médiatiques, mais la PME, elle galère tous les jours. Donc il y a le problème de l'embauche, certes, mais on trouve toujours des gens, mais c'est les contraintes, il faut changer toutes les lois, c'est ça qui pose un problème. Non mais Christophe, des contraintes, quand tu travailles pas bien, il y a beaucoup de contraintes, d'accord? C'est un peu comme quand tu es pauvre, tu as tout à payer, il ne te reste plus rien pour en profiter de la vie, d'accord? Et quand tu as des gros revenus, et ben indirectement, tes charges, même si elles sont élevées, elles sont quand même moins importantes que quand tu as un petit revenu. Pour les entreprises, c'est pareil. Hein. J'ai connu ça quand tu es jusque-là, avant de te noyer, et tu as tout à payer. Même 50 €, c'est une petite fortune par mois, d'accord? Après, quand tu as un chiffre d'affaires qui est bien, que ton entreprise prospère, etc., que tu réinvestis, bah, finalement, ça fait partie de toutes les charges qui sont à payer. Tu vois, voilà, et le problème est là, en gros. Tout dépend où on met le point de vue. Mais pour les petites entreprises qui ont du mal à se lancer, notamment les jeunes boîtes, je veux dire pas jeunes au niveau âge de l'individu, hein, mais de la société, et ben le problème, c'est qu'il n'y a rien. Si les élus ne sont pas dans l'économie, et ben ils n'auront pas l'oreille.
Exact. Ils n'auront pas l'oreille. Alors t'as beau. Alors après il y a les syndicats, mais les syndicats, sincèrement, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent remonter ça, là, sincèrement, il y en a tellement. Et puis à un moment donné. Si les syndicats professionnels sont là pour ça. Oui. Il faudrait. Oui, mais et si on regarde bien l'économie locale, si on regarde que la métropole, sans aller plus loin hein, pour réduire, hein, pour essayer de chercher, l'économie locale, c'est quoi? En fait, il faudrait qu'on ait des maires qui soient chefs d'entreprise et non pas des, des dentistes, des médecins ou des instituts, ou des profs, des fonctionnaires. Parce qu'ils ne connaissent pas la vie de l'entreprise. Quand je parle avec tous ces gens-là, ils ne comprennent rien à la PME et à l'entreprise. C'est comme les entreprises, ils doivent savoir s'entourer. Ils ont que des schémas. Donc moi j'ai travaillé à l'international, hein, j'ai eu pas mal de sociétés à l'international. J'ai entendu quelque chose qui m'est très cher, la notion d'erreur, la logique d'erreur et la logique de risque. En France, on est dans la logique d'erreur. Vous vous plantez une fois, vous avez un gros bandeau sur le front, c'est fini. Il a planté sa boîte. J'ai travaillé aux USA, hein, en Californie, j'en ai planté 2. Ça ne m'a pas gêné d'en créer une 3e, hein, sans aucun souci. Après, tout ce que j'entends aujourd'hui, c'est il faudrait que, je vais prendre l'administration avec un grand A, toute administration confondue, elle ne s'intéresse à une société que lorsqu'il y a un retour sur investissement pour l'administration. Ou politique. Oui, mais c'est ça le retour sur investissement. C'est ça le retour sur investissement. C'est quelque chose à vendre pour la prochaine élection. C'est exactement. Sinon, c'est même pas la peine. Et je vais prendre un exemple très concret, parce que vous me parlez de la métropole de Montpellier. On a une pépite ici qui vient de partir au Canada, PC Soft. Il est parti. Truc qu'il a vendu à Constellation. C'est pas vrai. Eh si. Mais ça fait longtemps qu'il regarde du côté des... mais ça c'est pas grave. Vous me parlez d'industrialisation. C'est en 1980 qu'on a cessé l'industrialisation en France. Le but était 90% de gens au bac qui l'ont, et on va faire des élites intellectuelles. J'ai été correcteur, hein, entre autres au CNAM. Quand je voyais les copies de maths P, c'est de la folie. Il faut tout reprendre à zéro. Oui, mais vaut mieux peut-être qu'on commence par nous, si vous voulez, que d'attendre que ça vienne de Paris, hein, parce que sinon on attendra toujours. Je reviens à ce que je disais, si on n'intéresse pas l'administration avec un grand A, rien ne sera fait. Oui, mais pour l'intéresser, il faut qu'il y ait quelque chose. Et il faut commencer par nous-mêmes, par balayer devant notre porte à nous. Hein. Si vous voulez, on ne peut pas tout attendre de l'État ou non plus de tout ce qui est public. Parce qu'en France, on a toujours à demander. Il faut qu'on nous aide, il faut que l'État fasse ça. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Moi, je vais prendre simplement, parce que j'ai entendu aussi les salaires dans l'hôtellerie et la restauration. J'avais un restaurant juste à côté du Cap d'Agde, justement, à Marseille-en-Plage. Pour les employés. Hein. Oui. J'étais l'un de ceux qui les payaient le mieux. Mais je ne vais pas vous mentir, la moitié, c'était du black. C'est la seule solution. On est d'accord. Oh là. Parce que sinon, tu te fais assassiner. Mais quand je te dis tu te fais assassiner, c'est tu te fais, mais sur la croix, Jésus, il a moins souffert que toi. Je te le dis. Aujourd'hui, les salaires, le gros problème qu'on a en France, on va prendre un salaire au SMIC. Ok, pas de souci. On paye quasiment pas de charges. Tu vas augmenter ton salarié parce que... De 50 €. Non mais... le SMIC hôtelier est déjà plus cher que le SMIC. Oui, mais non, mais je parle généralement. La personne est au SMIC, tu lui taf. Allez, tu lui dis, allez, je vais te donner 100 € supplémentaires. Coût total pour l'entreprise, 500. C'est ça, oui, c'est ça. Et oui, parce qu'il n'y a plus d'exonération. Ah là, pour qu'il touche les 100. Pour qu'il touche les 100. Sinon, en général, parce que j'ai fait 20. Ça, je l'entends, mais je pense pas. Aussi, je pense pas, j'ai entendu qu'il faudrait qu'on ait un chef d'entreprise comme maire. Alors, je suis très en désaccord avec cette vision-là. On ne gère pas justement une municipalité comme on gère une entreprise. Déjà, car on a ces arcanes. Justement, c'est pour ça. Car on a justement ces arcanes de bureaucratie qui sont très différents.
C'est vraiment marrant pour ceux qui ont un petit peu la référence, je pense que vous l'aurez. C'est un peu comme dans Astérix, le fameux laissez-passer à 38. Voilà, on y vient justement là, et surtout qu'une entreprise n'a pas forcément cette même aussi logique de performance pour le meilleur et pour le pire. Mais on prend par exemple, énormément de fonctionnaires ne sont pas regardés à la performance, contrairement justement au privé. C'est pour ça qu'on a vraiment une dichotomie pour moi, d'un point de vue anthropologique. On ne gère pas de toute façon un secteur privé, un secteur public. Et pour finir, car j'ai entendu que le problème n'est pas forcément aussi au niveau de la force d'emploi, sauf que le problème à Montpellier, c'est qu'on a encore une fois plus de gens qui sont diplômés en sociologie que de personnes qui sont diplômées dans des formations réelles. Donc si on a un problème de main-d'œuvre qualifiée, moi mon travail c'est justement de trouver des jeunes qualifiés et de les fournir aux boîtes. Des boîtes qui recrutent, pour le coup j'en ai assez, qui recrutent sur du bac+5, même du bac+8 parfois. Mais dans quel domaine? Ça peut être aussi bien du tertiaire que même dans le domaine comme de l'agricole. J'ai les deux pour le coup, ça c'est pas un souci. Mais ils ne trouvent pas, parce qu'à Montpellier, vous allez avoir, je grossis le trait volontairement bien évidemment, mais on va avoir, pour les plus chics, ça va être du commerce ou du droit. Pour ceux qui sont un peu plus cheveux bleus, on va à la Paul Valéry, on va faire lettres ou sociologie. Et les entreprises qui embauchent sur la zone. Alors que justement, il y a des besoins justement. Et juste pour finir, et sinon, les quelques qui essaient de créer une boîte, les trois quarts, ça va être marketing ou communication. Il suffit de voir les chiffres en 2024 de boîtes qu'on a créées dans la com, dans le marketing sur Montpellier, c'est une hécatombe. Donc, alors qu'à l'inverse, il y a des besoins, mais des besoins de qualification réelle. Par exemple, j'en parlais du bâtiment tout à l'heure, il y a un réel besoin de formation Bac+2, Bac+3 dans le bâtiment qu'on ne trouve pas sur Montpellier, car déjà, on ne propose même pas ces formations sur Montpellier. C'est-à-dire que le CFA du bâtiment de Montpellier, qui est normalement l'organisme principal qui est censé former sur ces questions-là, n'est pas en mesure de fournir ces formations-là. Ils s'arrêtent au BP et ils ont une seule classe de BM. Ce qui veut dire que factuellement, ils sont dans l'impossibilité de créer des personnes qui... c'est donc après BP, donc c'est brevet de maîtrise. Donc c'est l'équivalent d'un Bac+2 dans le bâtiment qu'ils n'ont pas du coup. On est dans l'incapacité d'avoir le Bac+2 dans le bâtiment. Ça peut être une demande d'un chef d'entreprise. Oui, alors je le disais tout à l'heure, pour l'hôtellerie, la restauration, c'est très simple. C'est très simple. Il nous faut ce que vos boulangers ont tous. Vous savez qu'on n'a pas le droit de mettre boulangerie sur votre façade si vous n'avez pas effectivement le registre des métiers. Je suis arrivé à Montpellier. Moi, je suis hôtelier-restaurateur. Ma mère était chef de cuisine. Je suis tombé dans la marmite comme Obélix quand j'étais petit. Mais j'ai fait la salle. Je suis arrivé à Montpellier. J'ai créé la maison d'Alsace au Polygone, en accord avec la maison d'Alsace des Champs-Élysées. Certains l'ont connue, comme Hatim. Je ne l'ai pas empoisonné encore là. Et après, j'ai repris la cigogne. Une étoile au Michelin, 14 sur 20 au Gomillot. C'est un métier que je connais par cœur. Alors que j'étais conseil à la maison hôtelière. À l'époque, j'ai réclamé. Alors, je vous parle des années 60. Donc, c'est vieux. J'étais conseil là-haut. J'ai réclamé un brevet de cuisine ou quelque chose, enfin que les professionnels soient professionnalisés. Alors quand je suis arrivé à Montpellier, la première chose que j'ai fait, j'ai été m'inscrire au registre des métiers. Et à la cigogne, comme j'avais maître artisan dans son métier, sur la porte, le A. Parce que quand vous êtes traiteur, c'est le seul diplôme qui existe. Quand vous êtes traiteur, vous êtes reconnu dans votre métier. Et ça, c'est très important, parce que je vais vous dire une chose. Vous rentrez dans un restaurant, mais moi qui ai fait Chebef bien avant lui, je peux vous dire que j'ai vu des trucs. Moi, le Torboyau, je l'ai connu. Le Torboyau de Pierre Perret, qui était fils de restaurateur, je l'ai vécu. Je sais où il a effectivement bouffé, et c'était parfaitement dégueulasse. Il y avait des rats comme ça dans la cuisine. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Donc je sais que ça existe. Et quand vous rentrez dans un restaurant et que vous voyez ce que moi j'ai vécu, vous comprenez que vous faisiez 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Et des fois, vous mangez des trucs, c'est parfaitement dégueulasse. Donc ça, c'est épouvantable, parce qu'on pourrit un métier. Or, les boulangers, ils ont obligation d'être effectivement inscrits au registre des métiers. Vous ne pouvez pas vous mettre pâtissier ou boulanger si vous ne l'êtes pas. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est la chaîne du froid, c'est l'alimentaire, c'est l'hygiène, c'est la marche en avant, c'est etc. Et ça, c'est un métier qu'on a pourri parce que n'importe qui est restaurateur. On est plutôt au niveau des branches professionnelles pour obtenir ce genre de choses. Mais oui, mais moi, je l'ai demandé à l'UMIH bien avant que ça s'appelle l'UMIH. Ça s'appelle la Fédération nationale de l'industrie hôtelière. J'étais conseil expert chez eux. La mairie peut par contre demander au rectorat l'ouverture de formation, notamment pour les Greta. Elle peut pas, elle peut. C'est un choix de la mairie de faire des demandes au rectorat pour ouvrir ou soutenir l'ouverture de formation.
Et c'est un choix aussi de laisser à l'inverse la chambre de commerce uniquement se mettre avec une école privée sur des secteurs non diplômants ou sans débouchés, comme c'est le cas à Montpellier avec Purple Campus. Oui, le problème de l'administration, c'est qu'au moment où elle réagit et le moment où on sent les effets, c'est déjà trop tard. C'est le temps long. Oui. Je voulais revenir par rapport à ce que vous disiez, là, ces pépites qui existent à Montpellier, en gros des oasis au milieu du désert, on va dire, économique. Hein. C'est souvent, si elles sont implantées ici, c'est pas grâce à nos politiques, hein, c'est souvent le chef d'entreprise qui s'est installé là pour des questions personnelles, d'accord, qui galère un maximum parce que on lui, je dirais pas qu'on lui savonne la planche, mais on l'arrange pas du tout pour qu'il puisse se développer. Ni lui directement, ni faire en sorte qu'il travaille dans un environnement économique qui soit adapté et donc qui puisse se développer. Hein. Et ce qui est un peu dommage, parce que si on pouvait arriver à développer les économies qui marchent bien chez nous et qui sont des économies bien placées au niveau international et des économies de demain, en plus c'est des salaires qui sont à forte valeur ajoutée, d'accord ? Et donc ça entraîne des ouvertures de lignes dans d'autres zones géographiques plus intéressantes, etc. Et ça permet de faire venir des gens ici qui ont des diplômes ou tout simplement d'ouvrir dans les facultés ou les écoles des filières pour pouvoir avoir des débouchés et non pas des formations qui débouchent des fois sur pas grand chose. C'est un petit peu ce qu'on a avec la vidéo ici, où il y a des filières maintenant qui ont commencé à se mettre avec l'ESMA et ainsi de suite, qui se sont greffées sur les débuts des premiers studios qu'il y a eu. Peut-être pour donner une idée. Mais bon, en même temps, on n'est pas complètement maître de la question quand on est à une municipalité. Quand on est... oui, c'est quand même, oui et non, parce que ce que vous disiez, vous, que si un chef d'entreprise et gère une ville, l'avantage, c'est que j'ai été adjoint au président j'ai oublié le... Bon, ça me reviendra. Et chef d'entreprise, d'accord ? Donc, le marché-gare, voilà, le marché-gare est vice-président de la Fédération française des marchés de gros, donc Rungis, et fait partie de la fédération, d'accord ? On s'aperçoit quand même que j'ai côtoyé les personnels qui travaillaient à la fois dans les bureaux, à la mairie et à la métropole. Sincèrement, ce que vous dites, c'est oui et non, ça dépend de qui c'est. Hein. Il y a des gens qui ont envie de se développer et de changer peut-être leur façon de travailler parce que ce qu'ils faisaient jusqu'à présent au niveau bureaucratie, etc., ça ne les intéresse pas spécialement. Et le fait d'avoir un phare et de se dire « Ah ben là on sert à quelque chose parce qu'on a réussi à financer ça » ou tout simplement on s'est arrangé pour que l'entreprise puisse s'installer et trouver l'école pour etc. En gros, on appelle ça une conciergerie, si vous voulez, au niveau d'une métropole. Mais tout le monde se sent concerné et sincèrement, j'ai vu des employés qui étaient heureux de pouvoir changer légèrement de travail parce que ça les valorisait. Voilà, sincèrement, ça les valorisait et c'est important. Il faut pouvoir arriver à valoriser tout le monde. En gros, voilà, c'est ça. J'ai ici deux interventions. Moi, je vous rejoins totalement. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le fait de savoir est-ce qu'un maire doit être ou avoir été chef d'entreprise ou pas, en fait, la vraie question, elle n'est pas là. La vraie question, c'est il se démerde comme il veut, passez-moi l'expression, mais le tout, il comprend les besoins des entreprises. Donc, qu'il le soit lui-même ou pas, c'est pas le problème. D'ailleurs, même parfois, ça peut être un piège de l'avoir été. Et quand on se retrouve dans une autre situation, d'oublier d'où on vient et de devenir sourd. Donc, c'est pas forcément la solution non plus. Par contre, de créer l'environnement pour écouter et comprendre ça, oui. Donc, ce qui est peut-être à la main, par contre, à un niveau régional ou d'une métropole, c'est de faire qu'il y ait des passerelles, qu'il y ait des gens, par exemple, peut-être, qui ont été chefs d'entreprise, dont la boîte a planté, qui ne sont pas en mesure de redémarrer une entreprise. Et qui auraient sûrement... alors je ne vais pas aller piocher dans le réservoir de 60 000 rebonds, c'est pas le sujet. Mais, on l'a créé à Montpellier. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui auraient un niveau de compétence, d'expérience à amener et qui ne sont plus en mesure d'exercer, ou parce qu'ils sont fichés aussi des fois, parce que les fichiers Banque de France, ils ont la dent dure avec les chaînes d'entreprise. Et donc, quand vous avez une cotation Banque de France dégueulasse, vous ne pouvez pas retravailler en tant que chef d'entreprise.
Donc ces gens-là, ils ont quelque chose à apporter. Donc il y a peut-être des passerelles, il y a peut-être, et ça, pour le coup, c'est savoir écouter, c'est savoir, faire que ça circule. Mais il faut le mettre en place aussi. Hein, parce il faut le mettre en place. Le problème, c'est qu'il faut le mettre en place. Il faut le mettre en place. Ouais. Moi, je trouve qu'effectivement, ça rend tout ce qui est dit voilà, je suis un peu sur le prolongement de ce qui vient de se dire. Ça lance aussi une dynamique. Je reviens sur ce que disait aussi monsieur au tout début. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment que le maire soit une partie prenante d'une dynamique territoriale, économique, qui est vraiment cette volonté. Je ne suis pas sûre qu'ils soient obligés effectivement d'être chef d'entreprise. Et par contre, de s'intéresser aux entreprises, oui, ça doit être une priorité. Parce qu'après, c'est une chaîne de conséquences. Et notamment sur, alors on parlait... Et pas juste surfer sur le succès de quelques-unes. Hein. Et pas surfer sur, effectivement, sur le succès de certaines. Parce que dans ce qui est dit aujourd'hui, ce soir, je veux dire, on a quand même pas mal de branches professionnelles qu'on pourrait beaucoup plus développer et valoriser. Ça attirerait aussi de la compétence, ça développe aussi un économique, ça permet quand même de mettre de la plus-value. Et je trouve que c'est quand même, je veux dire, là on parle d'un cercle vertueux, mais j'entends bien que effectivement le maire ne pourra pas travailler tout seul. Il faut vraiment qu'il s'intéresse aux entreprises. Alors vous suggériez 1 à 2 fois par an, peut-être que c'est beaucoup plus, peut-être que c'est travailler en commission, peut-être que c'est travailler par branche, etc. Enfin, je veux dire, après on est dans une dynamique de créativité, hein, parce que ça vient et parce que c'est du partenariat. Voilà, je parlais de partie prenante, c'est exactement ça. Même si effectivement, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, très bien qu'il y a d'autres couches supplémentaires, d'autres strates. Avec le départemental et le régional, mais je pense quand même que déjà si une municipalité se met à s'intéresser à ses habitants et à ses acteurs économiques, je veux dire, et de près, de loin, on est tous aussi des acteurs économiques, et ça peut inspirer, parce que tout à l'heure vous disiez, je ne sais plus le nombre incalculable, et on en parlait avec Martine. Martine, souvent, elle le lançait sur le club des créatrices. Combien il y a de création d'entreprises et il y en a combien qui ferment c'est ça, au bout de 6 mois, 1 an. Voilà, la mort lente, rapide, on crée et 6 mois, 1 an, on ferme. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi elle se crée. Et pourquoi elle se crée, parce que c'est une réponse au chômage. Et je veux dire, France Travail le propose, ça. Et moi, je dis, c'était quand même... Alors, moi, on est d'accord que la logique de la prise de risque, mais quand même un demandeur d'emploi qui n'est pas formé, enfin, qui n'a peut-être pas forcément, parce que c'est quand même une approche assez spécifique quand même de l'entrepreneuriat, c'est tout sauf la sécurité. Et qu'on demande à des demandeurs d'emploi qui sont dans une situation extrêmement précaire. Mais si vous souhaitez du travail, créer une entreprise, vous dites, vous savez ce que c'est que créer une entreprise? C'est conséquent, c'est conséquent. Et en plus, bah oui, ce que tu disais aussi, la difficulté de transmettre et la reprise de l'entreprise. Mais je crois que Véronique, vous devez ajouter qu'en plus, il y a des aides. Je suis d'accord avec si vous êtes au chômage et que vous êtes indemnisé, le Pôle emploi, enfin, la France Travail aujourd'hui, vous suffit pour créer votre entreprise. Oui, on est d'accord, mais enfin, si vous mettez 6 mois, 1 an avec vos indemnités là, et puis après, bon... Et ça se termine pas. Et ça se termine pas. La fermeture. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Quand les gars, quand les chefs d'entreprise sont chefs d'entreprise, ils ont des impôts à en plus finir. Quand ils arrivent à 50, 60 ans, ils ont 2 solutions. Soit ils transmettent, mais quand ils arrivent devant leur